tous et bienvenue pour cet épisode numéro 40 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui, on va reprendre notre casquette de scouting et on va parler de draft, puisqu'aujourd'hui, nous allons parler du potentiel premier choix de la draft 2022, Chet Holmgren. Bon, je suis très content de pouvoir reparler de scouting un peu. Surtout, je suis très content de reparler un peu de draft, puisque ça fait quand même les drafts 2020-2021, j'ai pas eu trop l'occasion de les suivre, donc ça fait plaisir un peu de se replonger dans cet univers qui me plaît beaucoup. Mais à la limite ça, vous en fichez. Mais bref. Et donc, aujourd'hui, on va essayer très simplement de faire un scouting report un peu détaillé de Chet Holmgren, qui est le meilleur lycéen du pays depuis quelques années, qui est aussi du coup annoncé comme le futur premier choix de la draft potentiellement d'ici quelques jours. La draft est le 23 juin. Et donc, pour m'aider un peu à décortiquer tout ça et pour m'appuyer et m'apporter aussi sa vision, j'ai fait appel à un invité que vous connaissez sur le Basket Lab déjà. Il était déjà venu nous parler de Tyrese Maxey. Et donc, aujourd'hui, on reçoit Alan Guillou du podcast de Dunk Hebdo, déjà d'une part, mais aussi, évidemment, Alan de Envergure, le podcast et même le site internet, podcast, chaîne YouTube, Twitch Envergure. Et évidemment, en complément de ce podcast du Basket Lab, je vous renvoie également sur tout ce que fait Envergure, notamment sur Chet Holmgren, si vous voulez une vision très complète du joueur. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va parler du très intriguant potentiel premier choix de la draft 2022, Chet Holmgren. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, on se retrouve pour parler d'un prospect extrêmement intéressant pour cette année, et on a la chance de recevoir une nouvelle fois sur le podcast quelqu'un que vous avez déjà entendu, et c'est Alan de Envergure, Alan Guillou bien sûr, et de Dunk Hebdo évidemment. Comment ça va, Alan ? Ça va très bien, Guillaume, merci, et toi ? Ça va, je suis très heureux de te recevoir, J'adore tous mes invités, mais j'aime bien te recevoir toi particulièrement, parce que tu as le même virus que moi sur le scouting, et en plus, non seulement t'es fan de Boston, donc t'as les finales en ce moment qui sont assez chargées. C'est ça. Mais là, en plus, avec Envergure, c'est ta période, la draft. En plus, vous êtes pas mal productif et toi, tu dois être pas mal occupé aussi, non ? C'est ça. Ouais, beaucoup d'articles, de scouting report. C'est vrai qu'on on a regardé beaucoup de matchs sur l'année, donc on essaie de faire un peu des lives, des émissions, essayer de promouvoir un peu tout le contenu. Donc c'est vrai que c'est un peu notre période. Bon, c'est pas encore vraiment la période parce que c'est plus la période le lendemain de la fin des finales NBA, mais c'est vrai que ça commence quand même pour 28 des 30 franchises. Disons que c'est la période où vous récoltez un peu les fruits du travail de toute l'année, là, actuellement. C'est ça. Même d'années en avant, des fois, mais clairement. C'est ça, ouais. Vous bossez toute l'année, vous préparez les prospects, et là, c'est le moment de distribuer un peu les connaissances. Clairement. Oui, donc, évidemment, Envergure, le podcast à retrouver partout. Les lives aussi. Pas mal de lives en ce moment, au niveau des, pas une mock draft, mais de pas mal des équipes qui sont en tête, pour discuter un peu de ça. D'ailleurs, vous avez eu la gentillesse de m'inviter, j'avais fait celui sur Orlando. C'est ça. On vous invite à aller voir tout ça, évidemment, sur la chaîne YouTube, les podcasts, évidemment. Et donc voilà, et sans doute aussi quelque chose le soir de la draft, probablement. Ouais, je pense, c'est pas encore annoncé, mais ça devrait être comme ça. Et sur la chaîne Twitch aussi, on fait un peu du découpage vidéo. On a fait un sur le prospect dont on va parler aujourd'hui d'ailleurs. On l'avait fait en janvier, je crois. Mais on regarde ses février, actions. Il me semble, parce que j'ai commencé à le regarder un peu. C'est ça. On commente, on regarde, donc des choses très très ludiques, très très sympa. Tout à fait, ouais. C'était avec Hugues, d'ailleurs, qu'on s'est dit. C'est ça. D'ailleurs, dès le début, tu as commencé à balancer une phrase que c'était un prospect générationnel, donc ça m'a tout de suite mis l'eau à la bouche pour ça. Bon, Envergure, vous savez où les trouver. Ils font plein de choses, c'est la période. Allez voir tout ce qu'ils font, évidemment. Bon, avant de commencer, on est un peu obligé d'avouer un truc, là, Alan. Quand même. On avait discuté pour faire un podcast sur Jordan Poole. C'est vrai. Avant qu'il explose. On a failli avoir l'air intelligent. Ouais, c'est vrai. On aurait fait quoi après la série contre Denver, on aurait été extrêmement dans l'actualité, mais
Non, on avait discuté un peu après celui qu'on a fait sur Tyrese Maxey. C'était quoi, en février, un truc comme ça? Ouais, c'est ça. On s'est dit, ouais, on en fait un sur Jordan Poole pour dire qu'il est bon et tout. On aurait eu l'air très intelligent. Bah, il est bon, mais c'est pas grave. il reste jeune, donc c'est pas tout, c'est un peu difficile. Là, il galère un peu sur les finales, ouais. Mais ouais, bon, clairement. À ton plus grand plaisir, évidemment. Bon, bref. Donc oui, aujourd'hui, on parle un peu de scouting et ça me fait plaisir de faire ça. C'est un peu, moi, mon premier amour, le scouting, même si je pense que pas mal de gens me connaissent pour des stats ou pour des analyses vidéo de NBA, mais c'est vrai que j'adore le scouting, donc je suis très content de te recevoir pour faire ça. Et donc, pour un des prospects les plus intéressants de cette année, tu nous diras d'ailleurs un peu comment est-ce que toi tu le classes par rapport aux autres, mais grosso modo, j'ai l'impression que médiatiquement, il y a un peu 3 têtes d'affiche qui ressortent avec Chet Holmgren, Jabari Smith et Paolo Banchero. Banchero ou Banchero d'ailleurs, comment est-ce qu'on dit? Franchement, on peut dire les deux. Donc, j'attends de voir comment lui va nous le dire, mais on peut dire les deux. Ok. Bon, j'espère que la dernière fois que j'ai fait des scouting reports, c'était sur l'écho des parquets, ça avait duré 3 heures. On va essayer de faire moins aujourd'hui. Surtout que je crois que c'était sur Jared Culver le dernier, donc tournons la page. Alors, pour commencer, avant de passer au scouting report, quand même un peu de contextualisation. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu au niveau de la présentation générale du joueur en lui-même? On peut le rappeler, qui était un intérieur, Chet Holmgren, pour ceux qui connaissent pas du tout, qui était à Gonzaga. Mais toi, ce qui est intéressant, c'est que en vrai bon scout que tu es, tu le suivais même depuis avant la NCAA. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu d'où est-ce qu'il sort, quoi, finalement? Ouais, ça fait pas mal de temps qu'on connaît Chet Holmgren parce que de par son physique atypique, c'est quelqu'un qui a un peu buzzé sur les réseaux sociaux. Tout le monde parle beaucoup du fameux cross qu'il a mis à Stephen Curry à un camp Under Armour. C'est un profil qu'on connaît depuis qu'il est parce que son papa joue aussi au basket à l'université du Minnesota. Donc il vient du Minnesota, il a fait sa prep school là-bas à Minnesota avec Jalen Suggs. C'était le meilleur ami de Jalen Suggs en fait. D'accord. Ils étaient tous les deux dans cette équipe-là, avec 1 an d'écart. Il a été aussi champion du monde U19 avec Team USA. Ça, c'était il y a 1 an quasiment. C'était début juillet 2021. Donc le fameux tournoi où il y a eu un choc contre Victor Wembanyama, c'est ça? La finale contre Victor Wembanyama où pour tous les spécialistes français, Victor Wembanyama a mangé Chet Holmgren. On y reviendra, c'est pas vraiment le cas. Victor Wembanyama est juste le meilleur prospect du monde, donc ça en disait plus sur Victor que sur Chet. Chet s'est pas fait manger par Victor. Et il a d'ailleurs terminé meilleur joueur de la compète et avec la médaille d'or. Et ensuite, il s'est engagé à Gonzaga, comme tu l'as dit. Choix assez intéressant parce que Gonzaga connaît un petit tournant depuis 2 ans. C'est la première fois quasiment qu'ils recrutent des joueurs pour le projet One and Done, Jalen Suggs et Chet Holmgren. Parce qu'avant, ils avaient eu Zach Collins qui était resté qu'une seule année, mais c'était pas vraiment prévu. Donc là, ils commencent à attirer de plus en plus des prospects dont on sait qu'ils ne resteront pas longtemps en NCAA. Des prospects plutôt destinés à d'autres types d'écoles comme ce qui est devenu Duke, Kansas, Kentucky. Donc, une année là-bas, une année où il a dominé, donc dans la conférence de WCC, et où ils se sont fait éliminer, un peu bizarrement contre Arkansas à la March Madness. Pas une saison aboutie collectivement, mais une très belle saison quand même. Alors moi je fais toujours un peu l'erreur, c'est pas volontaire, mais parfois de dire que Gonzaga est une petite fac, ce qui est pas vraiment totalement correct, quoi, parce que c'est vrai que c'est quand même une grosse usine à prospects, et en tout cas à futurs joueurs NBA depuis quelques années maintenant. Ouais. On a du Brandon Clark, toute cette génération là avec Hachimura à l'époque, ouais, c'est ça. L'année dernière, il y a eu Kispert qui a Wizards. Ouais. Joël Ayayi aussi qui était passé par là. Joël Ayayi, Kylian Tilly. Il y en a vraiment eu pas mal. Zach Norvell qui a fait des piges avec les Lakers. Ça, c'est que depuis 2-3 ans. Il y a eu aussi Zach Collins, il y a eu Sabonis, il y en a eu plein. Sabonis, ouais, évidemment. Si on remonte jusqu'à 2016. Donc ça fait quand même quelques années qu'il y a pas mal de prospects, que c'est une vraie bonne équipe, mais c'est vrai que parfois je fais un peu le raccourci et on me rappelle à l'ordre sur Twitter, dans le sens où je fais le raccourci parce que ils sont mine de rien dans une conférence qui est pas top, hein. Je dis pas de bêtises. C'est une conférence de seconde zone, mais c'est une conférence qui, je pense que on peut la qualifier de conférence montante quand même. Parce que cette année, ils avaient 3 équipes à la March Madness. Donc Gonzaga, San Francisco et St. Mary's. Ils avaient 2 autres équipes qui étaient qualifiées donc au NIT. C'est un peu la March Madness. C'est le tournoi B, quoi. Voilà, le tournoi B. Ça fait quand même 5 équipes en post-season NCAA. C'était plus que certaines grosses conférences. Donc c'est pas
c'est pas la SEC, la ACC ou la Big 12 ou la Big 10, mais franchement, c'est une conférence qui a de plus en plus des joueurs potentiellement NBA, qui recrutent de plus en plus des prospects venus un peu de partout, des prospects européens. Ils ont compris, je pense, que pour un peu concurrencer les grosses facs, fallait être un peu plus intelligent. Donc, ils recrutent en Europe, ils recrutent en Afrique notamment. Donc, c'est sûr que Gonzaga n'a pas eu le calendrier le plus compliqué en match de conférence, mais ça reste quand même des équipes et des universités qui jouent quand même pas mal au basket. Voilà, je pense qu'il faut le dire. Donc c'est quand même pas une compétition de top niveau, mais c'est pas non plus comme certaines ligues un peu ou des deuxième division ou quoi que ce soit. Exactement. C'est quand même un truc assez compétent. Okay. Complètement. Ok. Oui, alors pour être complet quand même, tu parlais de son parcours en Team USA, donc ça veut dire quand même que c'était un prospect pas mal observé et pas mal évalué depuis quelques années. 5 étoiles, tout ça. C'est ça, ouais. Tout fait, quoi. Ouais. Et il était premier lycéen au ce qu'on appelle le RCSI, donc le fameux classement, le consensus de tous les classements de lycéens, de tous les sites qui font des classements. Il était premier au consensus, notamment aussi chez ESPN, chez Rivals, etc. Donc premier un peu de manière unanime, on peut dire comme ça. Et au niveau des stats, du coup, cette année, on est sur du 14 points et en 27 minutes par match. 27 minutes par match, on me rappelle que les matchs NCAA, c'est 40 minutes. Donc 27 minutes par match, c'est un peu plus que ce que ça pourrait être en NBA. Et on est sur aussi un true shooting, je le cite, de 70% de true shooting. Si vous préférez les points par tir, 1,40. Donc c'est stratosphérique, évidemment. Et alors avant qu'on passe concrètement au scouting report, peut-être rapidement quel était un peu son rôle dans cette équipe-là à Gonzaga? Alors donc c'était le joueur le plus jeune de l'équipe, une équipe qui a beaucoup changé, qui a perdu 4 titulaires par rapport à l'année d'avant. Ils avaient perdu Kispert, Ayayi, Jalen Suggs. Donc c'était vraiment un peu une nouvelle ossature. Donc il jouait avec ce qu'on peut appeler, sans faire de caricature, deux grands. Donc il y avait lui et donc Drew Timme, qui est assez connu, qui domine la NCAA, qui est de retour à NCAA l'an prochain d'ailleurs et qui va encore dominer. C'était un espèce de, pour le dire, un espèce de poste 4 très scoreur. C'est ça. Très star, un peu star NCAA, si on peut le dire comme ça. Là où, de son côté, Holmgren, c'était plutôt le 5 défenseur, quoi. C'est ça, la tour de contrôle défensive, capable de jouer sur du pick and pop à 3 points, capable aussi de faire de bonnes passes quand il était sur situation de post-up, mais pas l'option numéro 1 au scoring, même pas l'option numéro 2 si on veut vraiment caricaturer. Et plus l'encre défensive, le joueur qui, quand il est là, change un peu la manière dont l'attaque adverse réagit, parce que c'est difficile d'accéder au cercle quand tu tombes là, surtout dans une catégorie jeune. En NBA, on pense que ça sera le cas. Alors, je laisse imaginer, dans une catégorie un peu inférieure. Donc, il y avait surtout ce rôle d'angle défensive, de joueur de second rideau aussi. Je sais que t'en as beaucoup parlé, notamment sur le podcast que tu avais fait sur Robert Williams cette année. Donc, il avait un peu ce rôle-là aussi. Vu comme il a des petites limitations physiques, il avait ce rôle de tour de contrôle et de deuxième lame. Et puis en attaque, un joueur qui est capable de mettre des 3 points, qui était à 39% à 3 points sur plus de 3 tentatives par match. Pour un joueur de 2m15, c'est quand même assez solide à 19 ans. Et puis un très bon finisseur proche du panier, comme tu l'as dit. Ok, donc défensivement, plutôt un élément très important de la défense. Et en attaque, par contre, plutôt la 5e roue du carrosse. Globalement, on peut le dire comme ça, ou il était quand même un peu plus, c'est un peu sévère de dire ça? C'est un peu sévère, mais en même temps, Gonzaga avait pas des fois tellement besoin de lui demander de faire plus. C'est ça aussi donc c'était un peu comme ça que ça marchait. Ok. Bon, du coup, après cette très rapide présentation, ah oui, tiens, alors juste, toi, il est premier sur ton board ou pas, du coup? Ouais, en fait, j'ai un tiers avec 2 joueurs. C'est mon tiers 1, c'est Chet et Paolo. Mais si j'avais le choix, le pick numéro 1, je prendrais Chet. Donc, j'ai les numéros 1. Ouais. Ok. Mais donc, tu vois, par exemple, le Jabari Smith, c'est un cran en dessous. Exactement, ouais. Ok. Donc ça, c'est bon à savoir. Donc, son scouting report, on peut commencer très simplement, peut-être déjà par le physique, pour ceux qui ne le connaissent pas. Surtout que, dans son cas, je pense que tu es assez d'accord, on commençait à en discuter en antenne, là, mais c'est un point central de son jeu et c'est même un point central des discussions autour de lui même. Ouais. Puisqu'il y a pas mal de débats autour de ça. Alors, au niveau de la taille, on est sur un poste 5 très grand, qui fait 7 pieds de haut. Et alors oui, je t'avais demandé aussi au niveau de l'envergure, on n'a pas de mesure précise parce qu'il a pas fait le combine, c'est ça? C'est ça, il a pas.
souvent les top prospects ne font pas le combine parce qu'ils ont rien à gagner entre guillemets ou à ce que les résultats soient rendus publics. Donc on a que des estimations d'envergure. Ça peut aller de 7 pieds 3, on a vu même du 7 pieds 6, tu me le disais, c'est sûrement un peu surévalué, mais je pense qu'on est plus sur du 7 pieds 3,5, 4, je pense sur l'envergure. Ce qui fait quoi, 2,30 à peu près, je pense, quelque chose comme ça. 2,29 ou 2,30 ouais. Sur envergure chez vous, il est noté à 2,29. Ouais. Mais effectivement, il y a des sites où j'ai trouvé 7,6. Moi, je l'ai pas vu cette longueur-là. Peut-être on en discutera du coup en détail, mais ouais, alors voilà, 7 pieds de haut en termes de taille et à peu près 7,4, on va dire 7,3, 7,4 en termes de longueur de bras, ce qui n'est pas incroyable par rapport à sa taille, mais qui reste quand même très très grand, évidemment. Donc voilà un peu pour la taille et surtout donc le point central qui agite pas mal de débats en ce moment et depuis quelques mois d'ailleurs, c'est la question de sa puissance. Et c'est vrai que ce qu'on peut dire là dans cette présentation de son physique, c'est que on n'est pas du tout sur quelqu'un qui est très épais, on n'est pas sur quelqu'un qui est très costaud. On peut quand même dire, je pense que on est sur un profil assez agile et assez vif, mais on n'est clairement pas sur un bulldozer. Et c'est vrai que ça, il y a pas mal de critiques qui finalement tournent un peu autour de ça. Et tu me dis ce que t'en penses, mais peut-être un peu à tort, quoi. Oui, clairement, je pense qu'on en parlait tous les deux en antenne, je pense et c'est un peu le cas avec Evan Mobley l'an dernier, mais là, c'est vraiment poussé à son paroxysme. Je trouve la peur de l'inconnu. C'est comment les gens, historiquement, ont des physiques types attribués à certains postes, à certains rôles. Et ben, quand il évoque quelque chose qui sort un petit peu de ses idéaux, de ses carcans, tout de suite, ça fait peur et ça peut ne pas marcher. Alors, je peux comprendre, mais c'est vrai que bon, Chet Holmgren, il fait 2m15, il fait moins de 100 kilos. Il est très fin, il a toujours été. Donc c'est la grande discussion. La grande discussion, c'est ce qu'on le souligne tout de suite, c'est voilà, il va se faire un petit peu défoncer à l'intérieur. Est-ce que ça va être possible pour lui de garder les plus grands intérieurs de la ligue? Souvent on parle de Joel Embiid. Moi, ce que je dis souvent, c'est que personne n'arrive vraiment à prendre Joel Embiid en post-up. Donc ben oui. C'est pas vraiment un problème s'il n'y arrive pas. Donc et puis je pense que pourquoi il est numéro 1, parce qu'il y a d'autres choses dans son jeu qui font que il va pouvoir avoir des rôles où son physique dans le début de sa carrière sera pas primordial, je veux dire défensivement, et parce que son skill set, son arsenal offensif n'est pas normal pour un joueur de sa taille. C'est un peu souvent on parle de licorne. Moi, ma définition de la licorne, c'est un joueur qui, selon ses attributs physiques, a des attributs techniques qu'il n'a pas censé avoir. C'est un peu le cas chez Chet Holmgren. Effectivement. Oui, alors c'est marrant ce que tu dis là sur le physique, et je suis totalement d'accord, et j'utilise aussi pas mal cette formulation aussi. Oui, effectivement, il sera pas capable de tenir face à Joel Embiid ou Nikola Jokic, mais en même temps, personne n'est capable. Ouais, c'est très ça. Concrètement. Et là où je veux en venir aussi, c'est que, comme tu dis, c'est un peu un biais parfois, ou une réflexion qui est pas très juste ou pas très pertinente, parce que mine de rien, on se fait pas la même réflexion sur des ailiers par exemple, ou sur des meneurs. Un ailier on va pas dire un prospect de draft, bah oui, mais lui il est pas capable de défendre sur Kevin Durant, il est pas capable de freiner Kevin Durant, donc il vaut rien. Cette réflexion elle vient jamais, quoi. Et pareil sur les meneurs, on dit pas bah lui il est pas parfait en défense pour je sais pas moi, pour défendre Stephen Curry ou d'autres meneurs d'élite comme ça, donc il va trop souffrir en NBA. On fait pas trop cette réflexion sur les postes d'ailier ou de meneur, et pourtant là on le fait un peu, entre guillemets, mais on le fait un peu sur le poste de pivot, alors que finalement en plus, quand on peut aussi se rendre compte que le jeu a beaucoup changé, et qu'en plus aujourd'hui en NBA c'est quand même très difficile d'enfoncer au poste bas sur toutes les possessions, quoi. Donc c'est peut-être un peu disproportionné, quoi. Clairement, c'est un peu. Mais je suis pas là pour dire que c'est pas normal. Bien sûr que c'est un joueur qui fait moins de 100 kilos et qui fait plus de 2m15. Donc il y a des questions qui se posent. Mais comme tu l'as dit, le jeu a changé. La polyvalence d'utilisation des intérieurs a changé. Il y a différents types de couvertures maintenant qui peuvent être mises en place. Pas vraiment pour masquer, mais même pour tirer profit de certains physiques. Et Chet, de par sa longueur, sa capacité à protéger le cercle, et on en reparlera sur le côté défense, le côté force, c'est un peu sous-évalué. Je pense que j'expliquerai pourquoi. Ouais. Je pense que tu as dû voir la même chose que moi dans la visualisation. Donc voilà, je pense qu'il faut aller plus loin que il peut pas défendre parce qu'il est trop maigre.
Alors justement, on peut directement passer à la défense. Une fois n'est pas coutume, commençons par la défense plutôt que par l'attaque, mais c'est vrai que c'est quand même l'intérêt de ce joueur et de ce prospect pour l'instant, même si l'attaque, il y a quand même de jolis bonus qui peuvent se développer à terme, on verra ça. Mais donc la défense, peut-être pour commencer, donc ce fameux live que tu as fait avec Hugues en février dernier, tu parlais dès le début de prospect générationnel. Est-ce que tu es toujours un peu sur cette idée? Et aussi, autre deuxième question un peu dans l'enchaînement, quel est finalement son style de défenseur? Tu as commencé à parler un peu de Robert Williams. Est-ce qu'on est sur quelqu'un, c'est quoi son profil défensif, quoi? Est-ce qu'on est sur quelqu'un qui va faire du drop? Est-ce qu'on est sur un safety défensif? Est-ce qu'on est sur un intérieur de switch? Quel est un peu son profil défensif? Ouais, je pense que je serais toujours d'accord pour dire prospect générationnel en défense. Ouais. Je suis un peu labellisé comme envergure, celui qui aime pas les intérieurs. C'est vrai que je les draft pas très haut. J'ai vraiment besoin qu'ils aient un aspect du jeu que je pense extrêmement rare pour qu'ils soient draftés haut. Donc c'était le cas d'Evan Mobley l'an dernier qui défensivement moi il y a que Evan Mobley que j'ai vu meilleur que Chet en fait dans les évaluations de draft que j'ai fait. D'accord. Evan Mobley est le meilleur que j'ai vu, je pense. C'était pas un grand risque, hein. Tout le monde disait qu'il était incroyable, donc on n'avait pas pris trop de risques là-dessus. Mais je dirais que Chet est générationnel en défense parce que c'est l'un des seuls intérieurs de 19 ans au NCAA qui, quand il était sur le terrain, changeait complètement la géométrie du terrain. Les attaques ne pouvaient pas attaquer comme elles le faisaient d'habitude. Et pour le rôle, comme tu le disais, pour moi, c'est plus un rôle sur du drop et sur de la seconde lame, un peu en safety, c'est-à-dire ce que les Américains appellent le rôle de roamer un petit peu cette année. Oui. C'est-à-dire que il est tellement long, il est tellement bon dans l'anticipation et la lecture loin du ballon de ce qui se passe, qu'il est capable en fait de venir pas aider, mais en gros être la deuxième lame qui va être capable de annihiler totalement l'attaque et la tentative après le premier contact qui est pris sur son coéquipier. Donc il est plus dans ce rôle-là. Il a toujours été d'ailleurs un peu plus dans ce rôle-là parce que je pense que très jeune aussi, les coachs se sont dit, OK, il est plus grand. Le première fois que je l'ai vu, c'est un match où il fait 12 contres en high school, donc contre Sierra Canyon, qui est un lycée très connu parce que c'est là où joue le fils de LeBron James. Bronny James, il y avait aussi Zaire Williams des Grizzlies et BJ Boston des Clippers dans ce match-là. C'est pas mal. C'est quand même un vrai bon match de prospect. Il fait 11 contres sur le match. Et en fait, déjà là, il était dans ce rôle un peu de seconde lame. Et surtout, c'est plutôt l'attitude de Chet qui était, il se faire dunker dessus, il s'en fiche complètement, il y va tout le temps. Et il y a pas du tout il est tout le temps dans la dissuasion. Et, je pense que ça, c'est quelque chose qui lui permet d'être ce rôle de seconde lame parce qu'il va toujours aller challenger toutes les tentatives proches du panier. Ok. Donc on a à la fois un rôle capable de tenir le rôle de, comme on dit, de safety, un peu à la Robert Williams, mais aussi donc pas que le mec un peu en second rideau, il y a aussi cette capacité à être un peu entre guillemets, un peu le Gobert ou le Brook Lopez à Milwaukee, c'est aussi l'intérieur en 5 sur drop, quoi. C'est ça. C'est ces deux rôles principaux, je pense, défensivement. Ouais, je suis assez d'accord, effectivement. Même si, il y a quand même peut-être certaines faiblesses, il sera pas aussi bon que Gobert dans ce rôle du drop, du 5 en drop, peut-être. Ce qui est pas grave, hein, parce que Gobert... C'est ça, voilà. C'est ça, effectivement. Parce que c'est pas grave de pas être comme au niveau d'un des meilleurs de l'histoire de l'NBA en défense. C'est ça. Mais oui, donc c'est là aussi où du coup les comparaisons avec Evan Mobley sont pas mal revenues, de par du coup cette dualité de pouvoir remplir ces deux rôles-là, quoi, finalement, de à la fois être le poste 5 face au ballon, mais aussi être le poste 4, entre guillemets, ou en tout cas l'intérieur qui peut rôder un peu partout, quoi. On peut le formuler comme ça. Complètement. Oui, donc voilà un peu pour son profil globalement, et enfin en tout cas son profil défensif, hein, très très généralement. Là, du coup, je peux te laisser un peu carte blanche, peut-être sur la défense du pick and roll. Qu'est-ce que tu peux nous dire du coup sur justement sa capacité à défendre un peu le pick and roll? Ouais, ce qu'on a vu à Gonzaga cette année, c'était Gonzaga est pas souvent une excellente défense parce que sur les lignes arrière et les ailes, souvent ils ont pas les meilleurs athlètes, on va dire du pays. Donc ils peuvent souvent se faire passer sur le premier rideau, ils peuvent souvent se faire vraiment prendre de vitesse surtout dans les matchs hors conférence, parce que Gonzaga, comme on l'a dit avant, fait pour un petit peu faire booster sa cote avant la March Madness, organise des matchs contre des grosses facs dans la période hors conférence, les périodes novembre-décembre. Donc cette année, ils ont pu jouer Alabama, ils ont pu jouer Duke, ils ont pu jouer UCLA, ils ont joué Texas, des gros programmes.
Texas Tech aussi ouais. Exactement, qui est un très bon match de Chet d'ailleurs, ce match-là. Et en fait, contre ces équipes-là, on l'a vu on a vu que ils avaient vraiment besoin que Chet soit excellent sur drop et qu'il y ait une peur d'aller au cercle, parce que les porteurs de balle adverses de ces gros programmes-là pouvaient vraiment passer le premier rideau assez facilement. Donc Chet s'est retrouvé pas mal de fois à devoir challenger, à devoir vraiment essayer par sa longueur et par sa standing reach, c'est-à-dire quand il lève les bras au sol, c'est quelque chose qu'il réalise très bien, à devoir protéger un peu le cercle, un peu tout seul des fois contre un porteur de balle. Donc ça, il l'a plutôt bien fait. Après, dans les matchs de conférence WCC, ça allait un peu mieux. Il était vraiment rarement mis en difficulté sur pick and roll. Les seules fois où il est un petit peu mis en difficulté, c'est sur des situations de switch. Sur des situations de switch, il a un centre de gravité très haut. C'est pas un athlète plus. Il n'a pas une verticalité incroyable. Il fait quand même 2m15, donc faut bouger dans l'espace quand on fait 2m15. Donc il peut être mis en difficulté sur ça. C'est un des points centraux et des détracteurs de Chet, c'est que sur sa polyvalence défensive, c'est vrai que le switch contre les meilleurs athlètes de NBA, ça devrait être problématique, et c'est aussi pour ça qu'Evan Mobley est le meilleur, parce que lui, il arrive quand même déjà à avoir des possessions positives sur du switch contre des porteurs de balle NBA. Effectivement. Mais c'est vrai qu'en même temps, il est très agile et très vif pour sa taille, mais il fait quand même sa taille, quoi. C'est ça. Donc, voilà. Et c'est ce qu'on a toujours un peu dit avec Rudy Gobert, d'ailleurs, qui même ces 2 ou 3 dernières années s'est beaucoup amélioré en vivacité, mais en vivacité pour sa taille. donc quand tu passes, il y a quand même des standards face aux standards des meneurs de jeu ou des ailiers peut-être plus rapides, il y a quand même un certain écart, quoi, même s'il est rapide pour sa taille de manière relative. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a un peu incroyablement étonné et agréablement surpris aussi, c'est le fait qu'en réalité, je trouve qu'il peut jouer n'importe quel rôle sur pick and roll et n'importe quel type de couverture. Alors avec ce petit bémol, comme tu dis, que sur Switch, il y aura peut-être des interrogations face à des athlètes d'élite, on peut le dire comme ça. Sur les changements de direction, effectivement, je pense qu'on a vu la même chose. Il y a certaines fois où il se fait un peu frisé, quoi, finalement, où quand il doit juste coulisser latéralement, il n'y a pas de problème parce qu'il est assez rapide et il est grand, donc impossible de le distancer. Mais par contre, c'est vrai que sur des premiers pas explosifs de certains athlètes, il s'est fait avoir. Sur des changements de direction en plein milieu de drive, il s'est fait avoir quelques fois. Donc voilà, il y a ce petit bémol, mais je trouve quand même que il pourrait tenir à terme sur Switch. Et surtout, il peut faire donc du switch. Il peut aussi faire du drop, on l'a déjà dit. Il peut faire de la couverture un peu traditionnelle de juste coulisser et essayer de contenir la pénétration quand le mec sort de son pick and roll. Il peut faire une couverture aussi en show ou en, tu sais, un peu les edge. Et à n'importe quel niveau d'ailleurs, hein. Il peut faire un edge un peu soft, comme on dit, c'est-à-dire monter au niveau de l'écran, mais pas plus. Et il peut aussi faire des hard edge, donc c'est-à-dire monter bien au-delà de l'écran pour bloquer et gêner le porteur de balle. Et puis ensuite revenir très vite vers son propre attaquant. Il peut aussi, et puis donc ça, là, c'est que pour décrire les rôles sur le pick and roll, mais même au niveau de sans ballon, on l'a déjà dit, il peut aussi être un peu le safety qui va un peu partout. Donc vraiment, je crois que sa principale force, c'est qu'en fait, il peut remplir à peu près n'importe quel rôle défensif d'un intérieur en NBA de très bonne manière, quoi, finalement. Clairement, franchement, t'as été super complet. J'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est que il y a une polyvalence de rôle qu'on peut lui attribuer, et même rapidement en NBA, parce que de par son physique et de par ça, et on en parlera, pour moi tout est lié entre l'attaque et la défense, parce que son jeu offensif va lui permettre d'être associé à des profils défensifs qui masqueront ses faiblesses, ce qui a été le cas de Jaren Jackson à Memphis par moment, d'Evan Mobley à Cleveland. C'est-à-dire t'es tellement fort offensivement dans certains points qu'on peut se permettre de mettre à côté de toi un joueur qui offensivement est peut-être moins bon, mais ça marchera quand même. Et donc je pense qu'en fait il a cette polyvalence de rôle. Il est polyvalent, mais il est aussi élite, je pense, dans un ou deux domaines. C'est-à-dire là, oui. Voilà, il a ce plancher et ce plafond en même temps. Donc, je pense que c'est ça qui fait de lui ce prospect défensif générationnel pour moi. Et comme tu dis, il est pas, je suis totalement d'accord. On a oublié de le préciser dans le profil peut-être physique, mais comme tu dis, c'est pas du tout un athlète très explosif. On peut le dire. Je trouve que c'est plutôt quelqu'un de très vif et très agile, et très léger entre guillemets. Exactement. Qui décolle rapidement du sol, mais il décolle vite, mais il monte pas très haut. Non. Ouais. On devrait un peu le caricaturer comme ça. Exactement. Il est vif mais pas explosif, donc il est
il démarre vite, il monte vite et il rebondit vite sur le sol, mais il monte pas très haut parce qu'il n'y a pas cette explosivité d'élite. Mais à la limite, c'est pas très grave. Et pour emprunter un peu une formulation, une expression que j'ai entendue dans un épisode de Vue du banc récemment en foot, donc l'expression qu'ils ont employée, c'était la fréquence d'appui pour décrire certains footballeurs. Je trouve que ce qui est absolument fantastique avec Chet Holmgren, c'est justement ça, c'est la fréquence d'appui qu'il a, et en plus de ça, des appuis très légers qui n'arrêtent pas de bouger un peu partout, vraiment pour faire miroir, pour matcher avec exactement ce que fait son attaquant en face. Donc il y a ces appuis très légers qui n'arrêtent pas de bouger constamment. Il y a aussi, en plus de ça évidemment, des hanches extrêmement fluides et extrêmement rapides pour pivoter aussi. Je pense que tu seras d'accord. Et puis surtout, je trouve que sa technique défensive, elle est impeccable. Franchement, il y a pas grand chose à dire. On est vraiment sur quelqu'un qui a des fondamentaux défensifs, de footwork, de savoir comment se positionner, de savoir comment se retourner, etc., etc., et qui en plus a toujours les bras levés pour contester les lignes de passe, pour contester les tirs. Donc vraiment, non seulement il y a un côté capital physique de vivacité qui est très intéressant, mais en plus il y a aussi une technique et un footwork et une technique discipline plus généralement qui est vraiment impeccable. Clairement, je pense que on peut aussi, c'est peut-être lié parce son papa était un intérieur, il vient d'une famille d'intérieur. Son papa jouait au collège à Minnesota. Il y a une famille de personnes de grande taille et qui a joué au basket. Donc je pense que très rapidement on lui a appris même s'il devait vivre avec son corps et donc c'était compliqué par moment sur le début. Je pense que très rapidement il a quand même compris les points forts qu'il avait et comment les utiliser. Il est très conscient de ce qu'il peut faire, comment il peut réaliser les choses, les limitations qu'il a et comment il peut les masquer. Donc c'est là aussi où il est pour moi un défenseur très cérébral, et ce qui fait ses qualités et sa rareté aussi, parce qu'à 2,15 c'est rare. Oui, mais c'est là aussi où moi j'étais un peu étonné, je l'ai tweeté, mais j'étais un peu étonné parce qu'avant de commencer à regarder les matchs, j'avais un peu cette image c'est un protecteur de cercle d'élite. Et en fait, en voyant les images de match, au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que ok, c'était un protecteur de panier, d'accord, mais c'est surtout un esthète, un artiste de la technique défensive, de la vivacité d'appui et du coup de la défense dans le périmètre, quoi. Je m'attendais à trouver un espèce de Rudy Gobert, ouais. Et finalement j'ai trouvé aussi quelqu'un qui est vraiment impeccable, je trouve, dans le périmètre. Clairement. Je pense que Chet c'est un joueur que les analytics, les nerds vont adorer, quoi. Il a tout et c'est surtout un joueur qui, je pense, surprend positivement la visualisation. Si on le connaît pas ou qu'on a entendu, bien sûr que tout le monde connaît une idée de ce qu'il est, parce que on en parle depuis quelques années, mais je pense qu'on voit et on intériorise beaucoup plus de choses en le voyant. Ouais. Du coup, juste, on peut évoquer aussi la question du poste bas. On l'a un peu évoqué, mais c'est vrai qu'il y a ce manque de puissance, mais finalement, tu avais l'air de dire que quand même, et je suis un peu d'accord, il y avait une certaine puissance minimum assez fonctionnelle, quoi. Moi, je trouve que, alors je suis pas le plus grand spécialiste en termes de capacité motrice, de force dans les jambes ou tout ça, mais je trouve que les quelques fois où il s'est fait poster assez durement, je trouve qu'il y a une certaine force, il recule pas, quoi. Il y a une certaine force, il se fait pas vraiment enfoncer. Il a un coffre au niveau des pectoraux qui est sous-évalué, je trouve, et une force des jambes aussi qui fait qu'il bouge pas beaucoup. Et donc, en fait, on prend ça, on met ça en lien avec le fait que quand il lève les bras, et donc la standing reach est tellement haute que ça fait force de dissuasion. Je trouve que, très honnêtement, il y a eu des passages très positifs. Alors, tout le monde parle de son match contre Jalen Duren à la marche manette. Jalen Duren qui est aussi un prospect pressenti en loterie de la prochaine draft, qui est un intérieur qui est né en novembre 2003 et qui fait déjà 2,11 pour 115 kilos, qui est une bête physique qu'on a rarement vu à cet âge-là. Et quand on voit les possessions de face à face sur du post-up, la plupart du temps, Chet résiste et Chet annule un peu les tentatives de post-up de Jalen Duren. Donc son physique est une limite pour l'instant, mais il sait quand même bien utiliser une certaine forme de force qu'il a dans certains aspects de son corps. Ouais, je suis assez d'accord. Je trouve qu'il y a une certaine puissance et alors je pense que si on devait dire un pourcentage, je dirais un pourcentage de fois moins élevé que toi sur le nombre de fois où il résiste. Mais
je trouve quand même que les fois où il résiste pas et où il se fait effectivement enfoncer, il y a parfois des occasions dans ce lot-là où, ok, il se fait enfoncer, mais en fait, il est tellement grand que il y a pas un effet de se faire quand même étouffer par ses bras, quoi, finalement. C'est-à-dire que le mec lui rentre quand même dans le lard et arrive à le faire bouger, mais bon, il fait quand même 7 pieds de haut avec une envergure de à peu près 7,4, et tu vois que, ok, il recule, mais au final, le mec déclenche son tir, et le tir est très très contesté parce que, ok, Holmgren recule, mais en fait, il y a quand même une tour de contrôle qui est par-dessus, quoi. Complètement. Il y a un peu un boa constrictor. C'est-à-dire il est là, et tu peux penser t'en défaire, mais le tout tir sera contesté. Il y aura toujours une forme de contestation. Ouais. Et encore une fois, moi, je pense qu'il y a certaines fois où effectivement il se fait enfoncer, mais comme tu disais tout à l'heure, bon, voilà, face à Joel Embiid, en fait, tout le monde va se faire dégager du chemin, quoi. Complètement. À part peut-être certains role-players qu'on va payer pour faire que ça. Ouais. Et encore, je sais même pas qui c'est qu'on pourrait trouver aujourd'hui, mais et oui, même j'avais noté donc dans un peu tous les matchs que j'ai regardé de lui, donc c'est-à-dire à peu près toute sa saison sauf les matchs en bois du calendrier hors conférence. Oui. J'ai noté un peu moins une trentaine de clips où il se fait un peu prendre sur la puissance. Donc une trentaine de clips sur des heures et des heures de match. Bon, voilà, pour dire quand même que c'est quand même assez relatif ce manque de puissance. Le nombre de fois où ça a été problématique, j'ai pas relevé tant de fois que ça, quoi, finalement. Et en plus, comme on dit, il y a aussi la pondération que, ok, il se fait avoir, mais quel est aussi l'impact du post-bas en NBA? Pas tant que ça, quoi. Clairement. C'était l'un des points centraux avant la saison, moi. Les gens, avant d'avoir même vu qu'il pouvait résister, qu'il pouvait vraiment avoir une polyvalence de rôle et qu'il avait quand même un certain coffre, ce que je disais quand même, c'était d'accord, mais on est en 2022. On est en 2021, mais on sera pour la draft 2022. On n'est pas à la draft 2002 ou 92. Ne serait-ce que la draft 2012. Ça va très vite, ça change très vite. Et je pense que tu le mentionnes très souvent dans tes épisodes, mais le pourcentage d'utilisation du poste bas, le pourcentage de possessions qui finissent au poste bas, même les joueurs spécialistes du poste bas, ça diminue en NBA aujourd'hui. Donc parce que en termes d'efficacité, c'est plus trop ce que c'était. Donc rien que pour ça. D'ailleurs, est-ce que toi t'es assez comment dire? Est-ce que tu penses qu'il va pouvoir prendre du poids, ou est-ce que non, il va pas prendre de poids, mais ça sera pas un problème? C'est la grande question. Franchement, c'est la grande question. Donc il vient d'avoir 20 ans. C'est pas non plus un prospect très jeune. Il se présente pas à la draft à 18 ans. Il a 20 ans. Donc je pense qu'avec un programme NBA, il dépassera les 100 kilos, je pense. Mais je pense pas que ça va devenir quelqu'un qui va vraiment changer son physique. Je serais assez surpris. Oui, c'est un peu, il y a des morphotypes comme ça, hein. D'ailleurs, Kevin Durant a jamais pris non plus énormément de poids, quoi, et bon. Totalement. Ça l'a pas dérangé, mais voilà, tu peux quand même épaissir, même si tu prends pas en volume musculaire, si on peut le formuler comme ça. Après, c'est vrai qu'il a pas non plus des épaules très larges, et parfois, on dit que ça peut être un indice sur, est-ce que t'as la charpente, si t'as les épaules larges, c'est que t'as une charpente assez large tu peux la remplir ensuite, grossièrement. Lui, il a pas l'air d'avoir ça, mais en même temps, comme on dit, hein, il n'y a pas forcément besoin qu'il prenne 50 kilos de muscle pour être un défenseur fonctionnel en NBA, quoi. C'est un peu ça je pense, le point central. Au niveau des faiblesses, quand même, au niveau de la défense sur l'homme, alors on les a un peu évoqués. Je pense qu'il y a un manque d'explosivité, ou en tout cas, il est vulnérable face à certains athlètes explosifs de NBA. Je me demande aussi à quel point, notamment sur pick and roll, il n'y a pas un peu se faire bousculer aussi par certains ailiers ou meneurs un peu costauds, quoi. J'arrive assez bien à imaginer sur un futur à court terme et moyen terme, peut-être des James Harden, par exemple, sur pick and roll. Ok, il est en position pour le contenir, mais James Harden le dégage du chemin un tout petit peu, quoi. Je sais pas si tu partages un peu ce doute. Ouais, les porteurs de balles un peu puissants. Oui, complètement, parce que la NBA, c'est pas le college. Donc, en fait, tu as des porteurs de balles qui font quasiment 2 mètres, qui sont peut-être parfois même plus lourds que lui dans son début de carrière, et qui ont vraiment appris à finir proche du cercle en évitant la contestation. Donc ouais, je pense qu'il pourrait se faire un petit peu enfoncer sur ce genre de situation. Et puis l'autre point, tout à l'heure t'évoquais le fait que sur le fameux match de high school, il avait fait 12 contres et que il essaye de contrer tout ce qui bouge. C'est un peu une de mes interrogations aussi, ça. À quel point, parce que on l'a pas dit, mais c'est quand même quelqu'un d'assez indiscipliné. En tout cas, moi je trouve qu'il est un peu indiscipliné, ou en tout cas il a ce truc de vouloir faire des actions, et du coup il y a le bon penchant de ça, la bonne conséquence c'est qu'il en fait. Mais le mauvais côté, c'est que
il fait aussi pas mal de fautes, quoi, finalement. Complètement. Bah, tu l'as dit, 27 minutes de moyenne. Alors oui, c'était parce que Gonzaga gérait la plupart du temps, mais c'est aussi parce que il y a eu des soucis de faute. Le match contre Arkansas qui est perdu la marche Maness. Alors il se fait siffler un peu durement sur certaines, mais problème de faute. Donc c'est pour ça que je pense que dans ses premières années, c'est un joueur qui jouera 25 minutes en fait de moyenne en NBA. Donc parce que il va y avoir des soucis de faute, il va y avoir des soucis aussi d'adaptation physique, mais indiscipline. Oui, je suis assez d'accord en fait. Souvent, et en fait, c'est pas souvent des gens vont dire mais vous avez dit qu'il avait un bon QI, comment c'est possible qu'il soit indiscipliné? Bah, il a un bon QI parce qu'il reconnaît très très bien tout ce qui se passe off ball, il lit bien les actions. Sur drop, il sait vraiment bien gérer. Mais c'est vrai que par contre que il saute beaucoup. C'est ça, ouais. Il veut toujours dissuader, il veut toujours contrer. Mais c'est pas de l'indiscipline dans le sens, c'est des paris, des mauvais gambles, quoi. C'est pas du tout ça. C'est de l'indiscipline de vouloir faire l'action, quoi. C'est ça. Il veut tout le temps les contester, tout contester. Je pense qu'il va se faire dunker dessus pas mal en NBA d'ailleurs, parce que il s'en fiche d'ailleurs. Il l'a déjà dit dans des interviews, mais il va tout le temps tout contester. Bah, un peu comme Gobert d'ailleurs, qui va toujours la contestation. Donc, ouais. Ce qui n'est jamais une mauvaise chose de se faire postériser parce que tu tentes, quoi. Enfin, moi j'ai une pensée pour Brandon Knight. Oui. Qu'on arrête avec ce clip ridicule. Bon, bref, mais oui, je comprends totalement ce que tu dis. Mais je pense aussi de ce côté faute. Alors il y a une question de discipline ou d'indiscipline de vouloir faire les actions, peut-être. Je pense qu'il y a aussi une conséquence. Enfin, c'est aussi une conséquence par ailleurs de ce que je disais tout à l'heure, la fréquence d'appui. Il est toujours un peu obligé d'avoir des appuis très légers pour se réorienter et aller un peu partout dans tous les sens. Je me demande à quel point aussi, du coup, il est pas souvent ancré au sol à cause de ça. Oui. Et sa mobilité, elle vient de ça. Elle vient du fait qu'il est toujours en train de bouger ses appuis. Et du coup, il est pas souvent ancré au sol. Et ce qui fait que parfois, quand il y a du contact, il est pas ancré au sol et donc il se fait un peu bouger. Et parfois, ça aboutit sur des fautes, quoi. Clairement, des fautes bêtes parfois même, des fautes un peu grossières par moment. Oui, même si je suis d'accord avec toi, il y avait certaines fautes, c'est des fautes NCAA, quoi, c'est pas des fautes NBA. Voilà, les arbitres sont pas tous les gens qui critiquent pendant les playoffs les arbitres NBA, s'ils allaient se pencher sur les arbitres NCAA, je pense qu'ils s'arracheraient les cheveux. Mais je pense que oui, ça va être une vraie adaptation. Je pense qu'il y aura un travail vidéo qui va être fait avec lui. Il y aura dans le staff qui va le prendre. Il y aura tout un travail là-dessus. Je pense que ça va pas être un red flag. Les gens vont pas se dire on va pas le drafter pour ça. Ça va être un point d'amélioration par contre, clairement. Ouais, et puis c'est toujours plus facile à un mec qui fait trop de fautes de lui dire essaye un peu de baisser le curseur plutôt que quelqu'un qui ne fait aucune action parce qu'il a pas le QI de lui dire augmente et fais plus d'actions, quoi. C'est quand même plus facile dans ce sens-là, quoi. Même si on a des exemples de Jaren Jackson qui n'arrive pas à le faire pour l'instant en tout cas. Moi ça m'inquiète pas, mais voilà, c'est quand même plus facile dans ce sens-là de dire fais gaffe et réduis tes fautes et réduis ton nombre de fois où tu tentes. Mais voilà, moi effectivement il n'y a pas trop d'inquiétude de ce côté-là. Sur la protection du panier aussi, puisque là on a parlé beaucoup de pick and roll et de switch et tout ça, le poste bas aussi. Finir un peu sur la protection du panier. Qu'est-ce que je peux te lancer, hein, qu'est-ce qui vaut on est sur quel niveau de protecteur de panier et à quel point tu le projettes en tant que bon protecteur de panier en NBA? Je pense que ça va être un très bon protecteur de cercle NBA. Je pense que ça va être un joueur qui début d'année, j'avais dit, je pense que voilà, c'est le genre de joueur qui change ta défense. C'est-à-dire qui, par sa présence, fait que on va pas t'attaquer de la même manière. C'est-à-dire il y a une appréhension à aller au cercle. On le voit chez certains meneurs qui ont préféré tenter un espèce de flotteur, un espèce de leaner dans une espèce de zone intermédiaire plutôt que d'aller au panier, parce que ils n'arrivent pas à marquer sur Chet. Donc, dans ce rôle de drop ou même dans ce rôle de safety comme tu l'emploies, je pense que c'est un joueur qui va influer action après action sur sur la protection de cercle de l'équipe. Si on regarde les pourcentages de contre cette année, c'était 12,5 en NCAA pour un freshman, c'est très bon. 12,5 pourcentage de contre,
Et en plus, il y a toutes les dissuasions, il y a tous les ballons qui ont des trajectoires déviées, il y a toutes les choses qui se voient pas trop dans les stats avancées, mais qui se voient dans d'autres stats, c'est-à-dire le pourcentage de tirs tentés au cercle quand Chet est là, le pourcentage de flotteurs quand c'est Chet qui est là en drop. Donc moi je suis assez très positif sur lui, sur ce domaine-là. Je pense que ça va être un protecteur de cercle très influent en NBA. Après, moi, c'est vrai que je trouve que, par exemple, sur le rôle du défenseur en drop, je pense quand même qu'il sera un chouïa moins bon que les meilleurs dans ce rôle-là, que les Rudy Gobert ou que ce genre de joueurs de ultra élite. Je pense qu'il va être très très bon, voire même excellentissime, mais pas historiquement élite, hein, comme des Rudy Gobert, voire même pas, peut-être, comme Jarrett Allen, peut-être, parce que je trouve qu'il y a déjà, on l'a pas dit, mais on l'a un peu évoqué, mais au niveau de la longueur de bras, c'est vrai qu'il a une bonne longueur de bras, il a pas une longueur de bras d'ultra élite. Donc il y a certaines actions où tu dis bon, là peut-être que Rudy Gobert avec ses bras de fou il l'aurait fait. Chet non, il peut pas. Mais en même temps, bon, à quel point est-ce que c'est une critique pertinente ou importante? Bon, voilà, il sera pas ultra élite. Mais il y a aussi un autre aspect de ça qui est et qu'on voit d'ailleurs beaucoup dans sa rim protection un peu statique, c'est le manque de puissance. Parfois, je trouve. Où il peut se faire un peu rentrer dans le lard en protection un peu statique, mais par contre c'est vrai que le penchant à ça, c'est que autant j'ai quelques doutes très légers sur ce genre de protection face au ballon, un peu à la Rudy Gobert quoi, pour résumer, mais je le trouve absolument fantastique dans tout ce qui est le rôle de safety et la protection depuis le côté faible quoi finalement. Clairement. Et d'ailleurs ce qui est assez fou, c'est qu'en fait tu sais il y a quand même des principes de défense collective où celui qui doit aider au panier, c'est celui qui est ligne de fond, par exemple. Lui, ça compte pas. Lui, il aide depuis le côté faible, mais depuis n'importe quelle position, il peut glisser depuis l'autre côté, il peut glisser vers le panier pour protéger. Il y a pas de règle définie, c'est Chet, il peut quoi. Il a un volume de fou. C'est ça. C'est un playmaker défensif. Moi, c'est comme ça que je l'avais décrit. C'est un playmaker. Il fait des choses qui sortent un peu du script défensif par moment. Alors surtout à un niveau où physiquement il pouvait se le permettre de prendre des risques et des choses comme ça. Mais c'est clair que on était vraiment sur un vrai playmaker et un joueur qui pouvait s'autoriser certaines prises de risques par moment aussi, parce que dû au niveau dans lequel il jouait, mais dû aussi à ses qualités d'anticipation assez incroyables. Et je pense aussi qu'il pratique ce style de jeu un peu playmaker. Enfin, en tout cas, son style l'aide à faire ça dans le sens où il est beaucoup dans sa technique défensive plutôt que d'aller frontalement au combat. Je trouve qu'il est pas mal aussi dans pas l'évitement, mais tu sais, essayer un peu d'aller plutôt que bien en face, un peu sur le côté, et d'être, comment on dit, les Anglais parfois ils disent to get skinny quoi, de se rendre mince et de passer un peu sur le côté plutôt que d'attendre bien en face l'attaquant et de le recevoir bien en face. Un peu comme une anguille. C'est ça, voilà, et un peu une anguille comme tu dis exactement, très agile, un peu le petit angle sur le côté pour le laisser passer, mais du coup avec sa longueur ensuite le rattraper, etc. Et je pense que ce style-là l'aide aussi à faire pas mal d'actions plutôt que d'être simplement le rock qui attend tout et il y a tout qui vient à lui quoi. Totalement. Effectivement. Après bon, même peut-être un peu inconvénient, ou en tout cas limite qu'on avait pointé du doigt tout à l'heure, peut-être l'indiscipline, ou en tout cas plutôt le nombre de fautes qui est encore assez élevé. Mais globalement, je trouve que on est quand même sur un protecteur depuis le côté faible, protecteur de panier assez fantastique. Ouais. Même, tu vois, je pense que on a vu pas mal d'exemples cette année et récemment en NBA. Dejan Antetokounmpo, il fait ça depuis le poste 4. Jaren Jackson, il fait ça depuis le poste 4. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, j'aurais pas de mal à l'imaginer jouer à côté d'un autre vrai pivot dans ce rôle-là de protecteur de panier un peu en safety, quoi. Bah, totalement. Moi, c'est le rôle que je veux qu'il ait en NBA. C'est ce aussi pourquoi Evan Mobley est incroyable. C'est aussi ce pourquoi ses débuts en NBA ont pu être aussi prometteurs, aussi forts. C'est parce qu'il joue à côté de Jarrett Allen. C'est aussi pourquoi Jaren Jackson a été si bon dans son début de carrière. C'est parce qu'il a eu Jonas Valanciunas puis Steven Adams à côté de lui. Donc, et ça, c'est permis parce qu'ils ont et je pense qu'on pourra faire la transition sur le jeu offensif, c'est qu'ils jouent un jeu offensif qui ne tue pas ton spacing. Et donc, qui te permettent cette association-là. Mais c'est clair que ce côté playmaker, second rideau, va parfaitement se coupler dans cette NBA moderne à côté d'un intérieur qui est peut-être un peu plus puissant et qui va affronter les pénétrations ou le jeu post-up sur le premier rideau. Par exemple, moi, j'aurais pas de mal à l'imaginer à côté de Nikola Jokic, hein.
Bon, Non. malheureusement ils n'auront pas les assets, mais Ouais. mais c'est un peu ce profil-là qui serait pas mal. Juste avant l'attaque, finir très rapidement sur la défense. Un mot peut-être sur son côté rebondeur. Il y a aussi pas mal de doutes par rapport à ça dans les médias un peu mainstream. Ouais. Qu'est-ce que toi t'as un peu à répondre à ça? C'est vrai que c'est pas un rebondeur incroyable. Je pense que c'était pas son rôle non plus cette année d'être le rebondeur attitré. Il manque de verticalité. C'est ce qui quand même au rebond par moment peut un petit peu influer négativement sur son jeu. Mais dans tout ce qui est box out et dans tout ce qui est un petit peu de discipline, là je le trouve plutôt vraiment très intéressant par contre. C'est-à-dire que quand il fallait vraiment faire le travail pour que ce soit Drew Timme ou pour les extérieurs qui prennent le rebond, il le faisait tout le temps. Quand c'était avec Team USA, qui jouait avec ce joueur incroyable qui est Kenneth Lofton, ce joueur qui se présente aussi à la draft, ce gaucher qui fait 2 mètres et 120 kilos, c'est lui qui prenait tous les rebonds, mais c'est parce que Chet s'occupait de vraiment sécuriser toute la zone entre guillemets. Donc pas un rebondeur incroyable, pas une verticalité incroyable, mais une longueur de bras et un sens du rebond qui font qu'il arrivera quand même, je pense, à compenser. Et effectivement, bon alors moi quand je regarde les matchs NCAA, du coup je les regarde et j'essaie de sauvegarder un peu les clips intéressants. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de prendre les clips de box out parce qu'en fait, il n'avait 20 par match. Ouais. C'est assez impressionnant à quel point il est discipliné là-dessus, hein, pour revenir un peu le côté technique défensif de haut niveau. Ça fait partie des fondamentaux. Ça, on sent qu'il l'a, le côté poser le box out. Après, c'est vrai que parfois, il n'arrive pas à le tenir parce que, et je me demande du coup, face à des athlètes NBA, à quel point ça peut jouer ou pas. Je pense pas de manière conséquente. Mais oui, c'est pas un rebondeur qui en lui-même va faire un volume de fou. Mais d'un point de vue collectif, il va faire beaucoup de bien à la défense d'un point de vue du rebond, je pense en tout cas. Bon, les close-out aussi, on n'en a pas trop parlé dans la défense sans ballon, mais quand même plutôt pas mal au niveau des close-out. Ouais. Je pense qu'il a un volume assez impressionnant. D'ailleurs, il y a pas mal d'actions où il y a des comment dire, avec ses appuis très vifs, il change de direction plutôt rapidement et d'un coup, il se propulse vers l'avant de manière incroyablement impressionnante. Voilà. Et puis oui, tu parlais de playmaker défensif. Je te rejoins, mais peut-être que à moitié, dans le sens où il y a le playmaking des contres. Il n'y a pas tant que ça de playmaking sur les lignes de passe. Ouais. Qu'est-ce qu'on en pense? Ouais, tout ce qui est interception, tout ce qui est déflexion sur ça, je suis assez d'accord. C'était vraiment le playmaking des comptes que je voulais mettre en avant. Après sur ça, c'est toujours délicat. C'est est-ce que il était exécutant du système et on lui demandait pas trop de prendre des risques sur une défense très agressive, ou est-ce que c'est un joueur qui est pas dans la suranticipation. Je pense qu'on verra en NBA quand il aura passé 3-4 ans avec un staff qu'il a au quotidien. Parce que là, on l'a vu dans des contextes, mais dans des contextes où il était 1 an ou même 1 mois pour Team USA. Donc, mais je suis assez d'accord avec toi. C'est pas un roi des stocks entre guillemets, donc des styles et interceptions. Est-ce que tu aurais son pourcentage de style sous la main, ou tu peux le trouver en 2 secondes là? Bien sûr, je peux le trouver. Mais c'est vrai que moi du coup, parce que pour l'instant j'ai rien dit. Je t'ai laissé parler. Il a 1,6%. Ah, c'est pas mal quand même. Ouais. C'est pas trop mal. C'est pas mais, affreux. Du coup, c'est vrai que pour l'instant, j'ai rien dit, mais je suis pas encore complètement vendu, moi, sur le QI défensif. Okay. Et je me demande à quel point c'est pas aussi peut-être c'est un premier indice pour dire, en fait, il est incroyable sur le ballon, il a des instincts sur le ballon qui sont très bons. À quel point il y a pas peut-être un manque d'instinct ou en tout cas un manque d'anticipation d'élite peut-être sur certains aspects que font beaucoup de playmakers sur des lignes de passe. Parfois, c'est un indicateur. Lui, il en fait pas trop. Donc, je sais pas, je suis pas encore inquiet. Je suis pas du tout inquiet même. mais t'es pas survendu sur ce côté-là. Le côté cérébral, je l'ai pas tant vu que ça. Okay. J'ai vu un mec qui a une technique impeccable et qui a des appuis de fou, qui est agile et tout ce que tu veux. J'ai pas vu un mec qui dominait d'un point de vue cérébral. Mais après, d'ailleurs, qu'est-ce que tu peux nous dire aussi de toi qui l'as scouté? Moi, je l'ai pas fait, mais Evan Mobley était comment l'an dernier par rapport à ça? Irréel. D'accord. Okay. Incroyable. Le côté cérébral mieux que Chet. Oui. Tout est mieux chez Evan Mobley que chez Chet, et c'est comme pour tout est mieux chez Victor Wembanyama que chez Chet, et ça veut pas dire du mal de Chet, ça veut dire du bien des autres. Oui, t'as raison. Oui, je vois ce que tu veux dire. Effectivement. Donc voilà un peu pour la défense. Est-ce qu'on a oublié quelque chose, Alan, sur la défense ou pas? Non, je pense pas. Je suis très content qu'on en ait parlé en premier, en fait, parce que quand on parlait de Chet Holmgren les années précédentes, tout le monde parlait un peu, il peut tirer à sa taille, il peut dribbler à sa taille. Ouais, mais ce qui est essentiel,
c'est la protection de cercle et c'est la capacité qu'il a à pouvoir défendre l'anneau. C'est ça qui, à sa taille, le rend si spécial, et c'est pour ça que je pense que c'est clé de commencer par ça, parce que c'est d'abord un prospect défensif qu'un prospect offensif pour moi. Ouais. Alors, c'est pas le bon jour pour dire ça, parce qu'on est le lendemain du match où Draymond Green a fait un mauvais match, au match 3 des finales. Mais effectivement, on peut impacter le jeu de manière incroyable au global en étant principalement défensif. Après, Draymond a aussi de la valeur offensive. Bref, c'est pas ça la question, mais effectivement, c'est surtout un prospect défensif, évidemment. D'ailleurs, je pense que moi, je suis pas très chaud sur l'attaque. On va y passer, mais je suis pas incroyablement chaud autant que certains peuvent l'être. Peut-être toi, on va voir. Mais oui, surtout aussi, voilà, un point que je voulais rajouter. Tu fais bien de le préciser, mais on a parlé du post-up et ça revient toujours sur le devant de la scène. Oui, est-ce que il va pas tenir en NBA, etc., etc. Ok, mais quand on fait la pondération un peu de tous ces trucs, en fait, sa capacité à être un protecteur de panier dans l'espace, depuis le côté faible, à lire les trajectoires, à protéger le panier depuis un peu partout. Donc ça, d'un côté, et la défense sur pick and roll ultra polyvalente, et comme tu disais aussi, pas que polyvalente, mais aussi élite en certains points. Pour moi, quand tu pondères ces deux trucs-là par rapport à juste le fait qu'il manque de muscles au poste bas, bon bah oui, en fait, on s'en fiche un peu du poste bas, quoi. On est sur quelqu'un qui, dans les attaques modernes et du coup dans les défenses modernes, peut tout faire, quoi. Et c'est ça le principal. Complètement. C'est ce qui le rend si spécial. Du coup, sur l'attaque, oui, je veux bien te lancer là-dessus, puisque c'était un peu le point central du début. Enfin, le point central. Ce qui revient aussi beaucoup, en plus de la défense, c'est le côté shoot. Carte blanche. Qu'est-ce que tu penses, toi, de son jump shot? Je pense c'est un peu bizarre, parce que quand il y a des stats un petit peu avancées qui sont sorties, comme quoi il était pas le meilleur sur les certains 3 points spot-up, et qu'il était parfois meilleur sur les prises de 3 points en mouvement, en transition. Donc c'était peut-être pas le shooter de pick and pop qu'on pensait que les pourcentages pouvaient mettre en main, parce que souvent on voit un joueur de 2m15 qui a 39% sur plus de 3 tentatives par match à 3 points. On se dit, ok, ça peut être une vraie arme sur pick and pop. Il a quasiment 72% lancé franc. Donc, je rappelle, pour un joueur de 2m15 de 19 ans, c'est quand même assez incroyable sur le tir. Moi, je pense qu'à terme, ça ne sera pas Jaren Jackson. Jaren Jackson est un shooter assez unique, je pense, pour sa taille, en termes de la capacité du volume de tir pris pour un joueur de sa taille. Ouais, même la variété, hein. Sur la variété de tir, il peut tirer un mouvement, il fait des pull-ups, etc. C'est de la folie, Jaren Jackson. Ouais. C'est vrai, c'est pas normal, en fait, Jaren Jackson. Je pense que Chet, à terme, sera un joueur utile sur pick and pop, un bon tireur sur pick and pop. Et comme je l'avais écrit, souvent on pense que des joueurs comme Brook Lopez, ou j'ai utilisé l'exemple de Brook Lopez ou de Miles Turner, on pense qu'ils ont des très bons pourcentages, mais ce qui est souvent plus intéressant avec eux, c'est le volume. En fait, ils en prennent, je crois qu'en carrière, Brook Lopez, depuis qu'il est à Milwaukee, il est à moins de 35% à 3 points, mais il en prend plus de 5 par match. Miles Turner, c'est pareil. Et je pense qu'en fait, la capacité à prendre des tirs, à en mettre un certain nombre, fera que ça sera ce prospect intéressant offensivement, c'est-à-dire qu'il va tu veux dire que le fait d'avoir un bon volume, finalement, ça a plus d'impact. Le fait de prendre des tirs, de pas les refuser, ça a plus d'impact sur la respectabilité et sur la gravité du shooter que simplement un bon pourcentage sur un tir par match, quoi. Complètement. Tom, que t'as reçu il y a quelques semaines, parle souvent du syndrome Tony Snell. Tony Snell, il a des très bons pourcentages, mais il prend peu de tirs. Donc, en fait, il est pas trop défendu comme si c'était un incroyable tireur. En fait, je pense que le volume, là, va être assez important, parce que, surtout pour un poste 5 et pour écarter le terrain, pour avoir plus de spacing pour tes intérieurs, pour ton autre intérieur, ou pour ton porteur de balle pour accéder au cercle, et quand même avoir une forme de respectabilité, comme tu as dit. Je pense que ce volume est clé, et qu'il ait déjà plus de 3 tentatives à 3 points par match en NCAA, c'était déjà une belle victoire pour moi. Après, t'as cité un peu les chiffres, et d'ailleurs, ils sont souvent mis en avant, les 40% à 3 points ou 39, ouais. Ce qui effectivement est très bien, très au-dessus de la moyenne. Bon, 3 par match, ok.
Après, une saison NCAA, c'est quand même beaucoup plus court. Et notamment, on est sur un échantillon de à peine 105 tentatives par match en tout. Donc bon, c'est pas un échantillon très fiable, c'est même assez petit. C'est pas impossible qu'on ait eu un peu de facteurs aléatoires. Du coup, je voulais aussi te poser la question, qu'est-ce qui valait un peu avant la NCAA? Bah, il shootait moins, en fait. Il shootait moins à 3 points, mais il avait été bon. De mémoire, je vais dire ça tout de suite, mais Chet Holmgren au tournoi FIBA, il avait bien shooté à 3 points. Il avait même vraiment bien shooté. Donc c'est pas un truc qui est sorti de nulle part que sur cette année à Gonzaga, quoi. Non, c'est pas sorti. Okay. Il était à 7 sur 13 sur le tournoi. Donc c'était 7 matchs, qu'il en prend 13 sur 7 matchs, et il en met 7. Donc 7 sur 13. Donc il a toujours eu ce bon tir. Mais t'as vraiment raison par contre sur le caractère aléatoire d'une saison simple NCAA. Il y a d'autres facteurs qu'il faut étudier parce qu'on peut vraiment se faire avoir par le simple pourcentage à 3 points. Le pourcentage au lancer franc est un bon indicateur. Le pourcentage sur les longs 2 points aussi, par exemple, parce que si on regarde que sur le pourcentage à 3 points, eh ben on va se faire avoir comme avec Lonzo Ball. T'avais l'air de dire que 72% au lancer franc, c'est vrai que c'était mieux pour un pivot que dans l'absolu. C'est quand même pas élitissime. Non, ça pose complètement. Je pense que je suis même un peu plus inquiet que toi là-dessus. Ouais. C'est un peu même décevant, je trouve, comme chiffre par rapport à sa mécanique. Il y a quand même certaines formes de fluidité que je le vois quand je le vois prendre des lancers francs. Il était à 14 sur 21 sur le tournoi FIBA, ce qui est pas incroyable non plus, ce qui est 66%. Ouais, effectivement. Mais voilà, c'est vrai que en plus, on l'a pas dit, mais la distance NCAA, elle est plus courte à 3 points qu'en NBA. Alors, j'ai récemment sorti un peu les stats de pas mal d'intérieurs de la QV 2018, justement. Je trouve ça super intéressant d'ailleurs, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Effectivement, et voilà, pour rappeler aussi que quelqu'un comme Wendell Carter est aussi shooté à 40%, DeAndre Ayton aussi shooté à 36% ou je sais pas combien, Marvin Bagley aussi shooté très très bien en NCAA. La clé là-dedans, c'est que c'était un tout petit volume et que c'était une distance qui était très très courte. Ça s'est pas du tout confirmé en NBA. J'ai un peu peur qu'avec Banchero et Chet Holmgren, ce sera un peu le cas. Et finalement, surtout quand on voyait que l'indice des lancers francs, celui qui s'en est le mieux sorti en NBA à 3 points, c'est celui qui avait le meilleur indice au lancer franc, c'était Jaren Jackson. Et ça, c'est plutôt Jabari Smith cette année. Mais bref, donc du coup, moi, l'indicateur lancer franc me plaît pas trop. Ouais. 39% à 3 points, tu le pondères, faut le pondérer. Je le pondère un peu. Je pense qu'à terme, ça peut devenir un mec à 36, 37%. Je pense que ça peut être un mec dans la moyenne ou un peu au-dessus, très clairement. Mais voilà, 39% NBA, c'est quand même de très très haut niveau, quoi. Et je pense pas qu'on soit là-dessus. Tu vois, une comparaison qu'on n'a pas trop fait pour l'instant, je pense pas que ce soit un shooter à la Porzingis. Non. Voilà. Avec ni le volume ni l'efficacité. Porzingis doit être autour des 40% sur un bon volume en NBA. Je pense qu'avec Holmgren, on est plutôt sur un mec au-dessus de la moyenne, autour de la moyenne, quoi. Un bon shooter de cet ordre-là. Après, ce qui me rassure un peu, paradoxalement, sur le fait que ça peut devenir un bon shooter, c'est que je trouve qu'il s'est pas encore trop shooté. C'est un peu paradoxal, mais en termes de mécanique de tir, pour moi, il y a un clair problème au niveau du transfert d'énergie. Et pour le concrétiser très très simplement, au niveau de la poussée des jambes et de la poussée des bras, il y a des timings qui sont assez mauvais selon d'un tir à l'autre, et ce qui explique pour moi un peu pourquoi il y a parfois autant de problèmes. Il est un peu coincé, un peu comme DeMarcus Cousins à l'époque. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, où c'est pas vraiment un set shot en fait. Ce qu'il fait, un peu un set shot, c'est-à-dire les pieds ancrés au sol comme pas mal d'intérieurs, comme Al Horford, comme Karl Anthony Towns, etc. Lui, il veut plutôt faire un jump shot, mais sauf qu'en fait, c'est un gabarit qui est tellement énorme qu'il a du mal un peu à décoller. Il a un peu du mal à faire le timing de faire une belle élévation et de déclencher le jump shot ensuite. Donc je trouve que ça peut être aussi intéressant de se dire, peut-être que dans 5 ans, s'il y a un peu d'épuration de sa mécanique de tir, peut-être une mécanique plus calibrée à son gabarit, peut-être aussi qu'on peut avoir une belle amélioration, quoi. Mais je sais pas, je suis pas non plus expert en biomécanique et en mécanique de tir, mais docteur du tir, ouais. Voilà, je suis pas encore, ça m'intéresse, mais j'ai un peu d'expérience, mais je suis quand même très loin de savoir ce que je dis complètement. Mais on voit aussi que sa trajectoire de tir, elle est quand même très plate. Le toucher de balle via les lancers francs, je me posais un peu la question, mais ça, on pourra savoir que sur un gros échantillon. Et l'autre point aussi qui m'a un peu étonné, la sélection de tir était pas top, pas tout le temps, j'ai trouvé. Je sais que justement sur Envergure, je sais plus qui c'est qui disait ça sur un de vos lives. Oui, il est très bon. Parfois, il peut même remonter la balle en transition et faire des pull-ups à 3 points. C'est vrai que quand il le fait, bon, c'est impressionnant. Mais quand ça rentre pas, et même de manière générale,
moi j'aime pas trop ces tirs-là, quoi, finalement. Ouais. Et je sais pas ce que t'en as pensé, mais j'ai trouvé qu'au fur et à mesure de l'année, même en fin d'année, peut-être parce qu'il était observé par les scouts, etc. Et je trouvais qu'il s'est un peu lâché au niveau de la sélection de tir en fin d'année. Ouais. Bah, en fait, il a eu une période fin janvier, février où il a vraiment tout explosé. En tournoi. En efficacité, tu veux dire? En efficacité en WCC, des matchs en quasiment du 20, 15, 10. Hein. J'enrobe un peu, hein, mais c'est des matchs qu'il a quasiment fait, hein, des matchs assez incroyables. Et je trouve quoi, il a plus pris confiance, il commence à remonter la balle, faire des coast-to-coast, faire le chat que les gens sur les réseaux sociaux voyaient quand il avait 15 ans. Ouais. Et c'est vrai que sur la mécanique, en fait, je suis vraiment d'accord sur la mécanique de tir avec toi, c'est que je pense qu'il a un vrai toucher au niveau du poignet, du bras, mais c'est son corps, en fait, il faut qu'il apprenne à shooter avec son corps, avec, son physique de 2m15. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va se faire dans ses premiers moments NBA. Et c'est pour ça qu'en fait, sur du pick and pop, je le projette plutôt bien, parce que moi, je veux pas qu'il pull up. Je veux pas qu'il fasse autant de ces choses-là. Alors s'il le fait, c'est incroyable, mais j'ai pas besoin de ce qu'il fasse ça pour que j'ai Chet Holmgren tout en haut de mon big board. C'est que moi, je l'ai tout en haut de mon big board parce que d'abord, pour tout ce qu'on a évoqué sur la dernière demi-heure défensivement, et parce que déjà, si t'as un bon volume et une bonne réussite à 3 points sur pick and pop, bah déjà, t'es un terreur très rare à 2m15. Donc, je pense qu'il va y avoir un nettoyage en NBA qui va être fait là-dessus. Je pense il faisait un peu ce qu'il voulait aussi à Gonzaga, même si c'était vraiment un team player, tout pour le collectif. C'était quand même Chet Holmgren, il pouvait se permettre de faire quelque chose, surtout quand t'es à plus 20, plus 30 dans les matchs. Mais en fait, ça détonnait vraiment parce que c'est un joueur, tu le sens, d'une sobriété, qui a des fondamentaux de fou en défense et même en attaque, très sobre. Et au fur et à mesure de l'année, parfois, je me dis, ah bah tiens, là je pense qu'il y a des scouts et il le sait. Ouais. Et parfois, il se lâchait un peu. Bon, c'est pas très grave. Hein. Je pense que justement, c'est pas quelque chose d'intrinsèque à son profil ou sa mentalité, donc c'est pas très grave. On l'a pas dit aussi, au niveau variété de tir, on est plutôt quelqu'un qui fait pour l'instant que des catch and shoot. Ouais. Pas de shoot en mouvement, pas de shoot en pull-up. Je sais qu'il y a eu quelques-uns tirs un peu en turnaround jumper. Moi, j'attends de voir, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. J'attends de voir. Je sais pas s'il pourra faire un peu de création là-dessus, mais je pense qu'un scénario optimiste, dans un scénario optimiste, pardon, peut-être que effectivement, il pourra faire un peu peut-être des pull-ups après un ou deux dribbles, ou ce genre un peu de création sur des face-up, quoi. Bah, 78% de ses 3 points étaient pris après une passe décisive. Ouais, donc c'est voilà. c'est les 3/4 quasiment. Et puis par contre sur les longs 2 points, il était à 48% sur les longs 2 points et seulement 20% étaient assistés. Donc 4/5 des longs 2 points qu'il a mis n'étaient pas assistés. Alors faut toujours voir un petit peu. Sur combien de tirs surtout? Sur 50 tirs. Ouais. C'est que 50. Effectivement, j'avais même le souvenir d'en avoir récolté moins moi en vidéo. C'est ça. Mais c'est pas beaucoup, quoi. Complètement. C'est un événement quand il prenait un tir à mi-distance près. Exactement. Très analytique la sélection de tir de Chet. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Après, un truc qu'on n'a pas dit aussi, enfin, t'as commencé un peu à parler du volume tout à l'heure, mais même au niveau de l'efficacité, je sais pas si tu me rejoindras, mais 35% à 3 points, qui est donc la moyenne quand tu es un pivot, ça a plus de valeur que quand t'es un meneur. Complètement. Parce qu'il y a une valeur structurelle de le pivot qui écarte la défense. Totalement. On parle pas d'un CUND. Voilà, on parle d'un joueur qui sera sûrement un CUND à l'aile, on parle d'un pivot de 2,15. Donc c'est pour ça que je disais que même s'il, moi je vais plus regarder son volume de tir pris en NBA à 3 points par match en fait que sa réussite. Après bon, regarde quand même aussi la réussite. Parce Bien que, sûr. Josh Smith par exemple, il avait le volume, mais il n'y avait pas la réussite. C'est ça, complètement. Du côté de Détroit. Bon, c'est pas très grave, on va pas reparler de Josh Smith aujourd'hui. Bref, voilà un peu pour le jump shot. Et oui, voilà. Vu le profil défensif, même s'il n'est que un shooter dans la moyenne en catch and shoot, en fait, ce sera déjà très bien, quoi. C'est ça. C'est un peu ça l'avantage de son profil aussi. Bon, mais après, il nous reste un peu tout ce qui est tout le reste du jeu offensif, du coup, un peu scoring intérieur, un peu post-bas et aussi le passing, on finira par ça. Mais grosso modo, on l'a pas encore dit, mais c'est vrai qu'en attaque, on n'est pas sur un joueur qui est très créatif et qui est très entreprenant et qui n'a pas non plus peut-être les qualités pour créer grand-chose au-delà du catch and shoot à 3 points. C'est ça qui est super, super drôle et c'est pour ça que le scouting c'est génial, c'est parce que si on suivait que les gens qui l'avaient vu plus jeune, on parlait d'une licorne capable de tout faire en attaque, mais ça prouve vraiment que les conceptions et les visions qu'on peut avoir des joueurs, elles changent, elles évoluent avec l'âge et les contextes, parce que
aujourd'hui Chet Holmgren, c'est plus pour moi le joueur de fin de chaîne ultime en attaque pour l'instant. C'est parce que tu nous dis qu'en high school, il était vu plus comme un créateur? Bah oui, parce qu'en fait, il était capable de remonter la balle, de crosser, il était capable d'avoir plutôt un dribble assez intéressant, de pull-up. Donc en fait, les gens se sont dit c'est ça Chet Holmgren, mais déjà on sait pas s'il l'avait fait que sur une ou deux actions qu'on avait vraiment prises et mis en avant, qu'est-ce qu'il était capable de le répéter, parce que tous les joueurs NBA sont capables de crosser et de pull-up, hein. Mais après, faut voir la fréquence et l'efficacité. Mais je pense qu'en fait on a une mauvaise conception de lui, parce qu'en fait on a une mauvaise conception de ce qu'est une licorne en fait pour moi. Les gens pensent que licorne c'est un joueur qui fait 2m20 mais qui va avoir les qualités d'un joueur d'1m90 balle en main, là en termes de dextérité. En fait pour moi une licorne ce joueur-là c'est impossible, on n'est pas dans un jeu vidéo. Une licorne c'est quand même un joueur qui fait peut-être 2m15 mais qui va avoir un ou deux aspects offensifs d'un joueur qui fait pas sa taille. Aller plus loin que ça, c'est impossible. Donc, pour moi, pour l'instant, c'est juste un finisseur ultime. Et on l'a vu, les chiffres proches du panier étaient élites cette année. Oui, alors, c'est vrai qu'il y a, pardon, des chiffres de réussite au panier qui sont assez impressionnants. Après, c'est vrai que quand on voit un peu ces paniers autour du panier, justement, c'est beaucoup de catch and finish un peu simple, quoi. Il y a pas beaucoup de travail, quoi. Non. Donc c'est un peu relativisé et même il était toujours le plus grand, il était toujours plus grand que ce qu'il a affronté. Sauf peut-être Mark Williams dans le match contre Duke qui est un pivot extrêmement dont tu m'avais parlé il y a je crois 1 ou 2 semaines, parce que c'est vrai que si on connaît pas Mark Williams et qu'on le voit pour la première fois, on dit mais qu'est-ce que c'est que cette pieuvre ou ce genre de joueur. Donc oui, en fait, je l'avais vu du coin de l'œil parce que j'observais Chet Holmgren justement, donc je savais pas trop, je connais pas du tout et je t'avais dit il est intéressant et tout. Je pensais avoir déniché un mec un peu hipster quoi. Et en fait non, il a attendu très haut. ouais, il est vraiment attendu très très haut comme vraiment le rim runner qu'on va prendre et qu'on va mettre en NBA. Ouais, donc en fait, j'ai pas du tout découvert l'eau chaude. C'est normal que j'ai été impressionné par Mark Williams. Bref, oui, au niveau de la finition d'ailleurs, on peut enchaîner sur ça, un peu le scoring intérieur. Je pense que on en a un peu discuté tout à l'heure. C'est plus un athlète fluide et vif et léger dans le bon sens du terme que explosif pour le coup, et qui peut apporter une verticalité, mais pas une verticalité d'élite. Non. Pas du Anthony Davis, pas du Robert Williams. Pas un catcheur de lob incroyable. C'est ça, ouais. Ça peut être, mais quand même, vu quand même sa vitesse et sa taille, voilà, il peut quand même faire pas mal de scoring intérieur de cette manière, quoi. Ce sera pas d'ultra élite, mais c'est quand même plutôt bon. D'ailleurs, j'étais un peu toujours déçu cette saison cette saison, je l'ai vécu, j'ai pas vécu cette saison, mais au fur et à mesure des matchs, j'étais très déçu qu'il n'y ait pas plus de jeux appelés pour lui. Je trouvais qu'il était un peu mieux vers la fin. Il y a eu de plus en plus de systèmes appelés pour lui pour des pick and roll ou ce genre de choses. Mais globalement, j'ai pas trouvé que l'attaque le mettait beaucoup en valeur sur des lobes, sur des systèmes en backdoor, sur des pick and roll tout simplement. Et ça, je trouve qu'en NBA, il pourrait être beaucoup plus utilisé là-dessus parce que, ok, il est pas ultra explosif, il est pas ultra puissant, mais quand même, il est très vif et notamment sur des pick and roll parfois où il glisse l'écran et vite il va au panier. C'est quand même quelqu'un d'assez relativement coordonné et agile, donc je pense qu'il y a pas mal de trucs à faire de ce côté-là, quoi. Également au niveau de l'attaque, peut-être on peut dire 2 mots sur le post-up. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas non plus quelqu'un qui va créer beaucoup pour lui-même de haut panier ou poste bas, mais je trouve quand même qu'il peut faire un peu plus que notamment des profils comme Rudy Gobert ou Clint Capella. Oui, il peut faire un peu plus. Tout à l'heure, tu parlais un peu de son turnaround jumper comme quelque chose que t'étais pas vraiment confiant encore ou extrêmement sûr. Je suis d'accord avec toi, mais c'est une arme qu'il a été obligé vraiment un peu d'avoir parce que en termes de post-up, souvent, il était pas capable d'avoir cette énorme verticalité pour finir. Et des fois, il préférait cette espèce de jumper sur une jambe en se reculant. Et sur ce genre d'action, il a pu montrer par flash une certaine forme de toucher par moment. C'est une arme qu'il peut avoir. Et d'ailleurs, on le voit quand il prend ce tir, la verticalité, elle est pas incroyable. Juste, il a quand même un toucher intéressant, puis il fait 2,15, donc ça aide. Mais pour moi, c'est pas vraiment un genre de post-up naturel. C'est plus un genre d'espace, de petit espace, mais d'espace quand même. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il pourra faire plus que des non posters totaux, et notamment voilà, s'il faut punir un mismatch, peut-être que je trouve qu'il est relativement vif et coordonné, et il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y a certaines séquences où tu le vois, il fait certains moves avec ses appuis un peu relativement coordonnés, il reste plutôt bien en équilibre.
Il fait des spin moves et des spin moves avec ses jambes, ça marche plutôt pas mal. Je trouve qu'il y a quelques trucs. Donc ça peut être un truc lointain de punition, mais pas de création non plus, quoi. Puis il y a le contexte, c'est-à-dire que Drew Timme était la star offensive de l'équipe, l'option numéro 1, qui est un très bon joueur de post-up, qui est pas un joueur qui tire à 3 points. Donc Chet Holmgren était aussi utilisé pour apparemment être le 4e shooter de l'équipe et donc laisser la peinture à Drew Timme pour donner un contre 1. Donc il avait pas aussi énormément de pick and roll appelé pour lui en tant que poseur d'écran. C'était un peu décevant parce que on va passer sur la qualité de passe, mais c'est un bon passeur, Chet. Donc j'aurais aimé pouvoir évaluer sa prise de décision sur du short roll par exemple ou des choses comme ça. J'ai été un peu sur ma faim là-dessus. Donc ça, il faudra encore attendre à la Summer League ou les premières saisons NBA bien sûr. Donc c'est vrai que je pense qu'en fait Gonzaga était plus fort que la plupart des adversaires qui sont affrontés, avait un joueur très très dur à stopper au poste bas. En NCAA, ça fait vraiment la différence. Avait des extérieurs qui avaient 22 et 23 ans, donc qui étaient très expérimentés. Donc ça tournait pas autour de Chet et donc on l'utilisait soit par flash, soit des fois il prenait un peu des décisions par lui-même comme on l'a dit. Et puis on l'utilisait surtout pour ses capacités de tir. On n'a pas vu, je pense, l'éventail offensif de Chet à Gonzaga. On a pu le voir un peu avec Team USA, il faisait pas mal de choses intéressantes, mais même dans ce contexte-là, il joue avec Jaden Ivey qui va se faire drafter aussi dans le top 5, il joue avec Johnny Davis qui va aussi se faire drafter en loterie, il joue avec Kenneth Lofton qui était le leader offensif. Voilà, ça a jamais été l'option numéro 1 de toutes les équipes avec lesquelles il a joué parce que même au lycée, c'était l'équipe de Jalen Suggs. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Effectivement. Donc voilà pour le post-up. Bon, on redit pas les mêmes défauts qui s'appliquent aussi au post-up, hein. Le centre de gravité très haut, le manque de puissance dans la base, comme ils disent aux États-Unis, la base, la partie basse du corps, pardon. Bref, je pense, parfois je lis que à droite à gauche, il peut aussi se créer son tir au poste bas à terme avec sa taille. Je pense qu'il pourra un peu le faire pour punir parfois, mais pas de création et certainement pas de création de niveau NBA de bon niveau, je pense. Et le dernier point, moi, avant qu'on passe au passing, au niveau du scoring, qu'est-ce que tu penses de son dribble et sa capacité à faire des drives depuis le périmètre? Je pense que ça a été surévalué pas mal de fois dans sa carrière. Ah oui, par rapport à son passif de lycéen, tu me disais. Ouais. Voilà. Je pense que c'est quand même intéressant de voir un joueur de son âge et de sa taille avoir ces flashs-là, mais je pense pas que c'est quelque chose qui peut se répéter efficacement dans les premières années NBA. Je pense que pour moi, je le vois comme un bonus, mais pas quelque chose d'attendu de son jeu. Oui. Et comment est-ce que son dribble, il vaut quoi? Il vaut le dribble d'un joueur de 2m15 qui est pas très explosif, en plus, qui est pas extrêmement tranchant. Donc, non, c'est pas assez faible, on peut dire. Oui, j'essaie d'être gentil, mais c'est pas très extrêmement positif. Non, mais comme j'ai bien aimé ta caractérisation, il a le dribble de quelqu'un de très grand. Ça veut tout dire. Effectivement, je crois il faut un peu commencer par là. Il est très haut, il est très grand et son dribble, je crois que c'est le joueur que j'ai vu non seulement dribbler le plus haut, mais en plus celui où les adversaires, enfin, je veux dire, dès qu'il pose le ballon pour faire un dribble, il y a à chaque fois un mec qui vient l'attaquer sur son dribble, dans sa poche de dribble. Et je pense ça, du coup, c'est dans le scouting report, hein, avant les matchs, on dit dès qu'il pose le ballon au sol, le ballon, en fait, il dribble depuis tellement haut que le ballon, il voyage pendant un bon moment, hein, entre le sol et sa main. Et du coup, il y a beaucoup de pickpockets qui viennent, qui essayent de lui prendre la balle. Mais après, j'ai trouvé qu'il y avait certains flashs quand même assez intéressants. Et alors, d'abord, il faut que je commence par dire qu'il y a plein de fois où je trouve que, pour revenir un peu à son côté un peu agile, un peu coordonné, je dis un peu parce qu'il n'est pas complètement hyper coordonné, fluide, de fou, élite, etc. Mais il est quand même un peu coordonné pour sa taille, surtout. Et je trouvais que, notamment, tu vois, parfois, quand quelqu'un faisait un close-out sur lui, dans sa manière d'attaquer, d'un point de vue physique, il se débrouille bien, quoi. Il a le bon footwork, il se baisse plutôt pas mal pour attaquer. Enfin, c'est plutôt pas mal le démarrage. Le démarrage de drive est plutôt pas mal. Le fait est que, donc du coup, j'en ai récolté pas mal de séquences vidéo comme ça, mais en fait, il s'arrête de dribbler de suite. Il est pas du tout à l'aise pour dribbler. Il fait un dribble, maximum 2, mais au-delà de 2, il ose pas. Et à chaque fois, je me dis, mais
c'est dommage parce que là, s'il continuait, ou le jour où il apprendra à continuer, il fait un spin move, ou alors il continue, il fait un 3e dribble de plus, il y a un truc qui s'ouvre. Et là où j'étais hyper content, c'était que de plus en plus avec la fin de saison, il y avait des séquences où il faisait ça. Je crois que en tête, j'ai des séquences contre San Diego notamment, où il fait le 3e dribble, ce fameux ce match est incroyable. Ouais. Qui fait là-bas, ouais. Et c'est de plus en plus, il y avait ce genre de petites séquences où il osait faire plus, il s'arrêtait pas. Et là, tu voyais vraiment que, ah ouais, quand même. Ok, c'est un mec qui a le capital physique pour attaquer et qui, en plus, le jour où il y a le dribble et qu'il insiste dessus, ouais, en fait, ça fait un dribble et en 2 pas, il est au panier et il y a de quoi faire, quoi. Mais ça reste un potentiel très, très, très lointain. Mais les flashs que j'ai vus, assez sympathiques, quoi. Ouais. Si on peut le formuler comme ça. C'est ça. Oui, alors peut-être un dernier mot au niveau du passing et du côté QI basket, etc. Toi, t'avais l'air de dire quand même que c'était plutôt un joueur intelligent. Ouais, moi j'ai trouvé, et dans sa carrière, j'ai toujours vu des séquences où des fois il se fait doubler, il arrive à trouver la coupe à l'opposé, où il arrive à. Alors bien sûr, ça n'a jamais été un initiateur, ça a même trop rarement été, comme j'ai dit, un joueur qui prenait une décision sur short roll. Donc, on va dire que c'est pas le joueur qui a les flashs à la passe ou même les passes décisives les plus spectaculaires. Mais je trouve que c'est un joueur il est fonctionnel, je trouve. Il est fonctionnel à la passe. Et à sa taille, des fois, il y a pas mal de joueurs qui peuvent être des trous noirs, en fait. Et, qui sont soit dans le catch de lob, soit dans la finition proche du cercle, soit dans, la pose d'écran et prise de décision sur short roll, c'est toujours la même. C'est un kick out dans le corner, c'est toujours la même chose. Je trouve que Chet pourrait apporter plus. Après, c'est des choses qu'on n'a pas vues assez pour juger d'une certaine forme d'efficacité. C'est souvent le cas avec les freshmen, mais c'est encore plus son cas pour lui qui était dans un système où on lui demandait pas ça, quoi. Oui, parce que la difficulté d'évaluer ça, c'est que, effectivement, tu l'as rappelé, mais il avait un rôle très sobre dans l'attaque. Donc finalement, comment est-ce qu'on fait pour juger ça, sachant qu'il a pas eu les ballons, donc on n'a pas pu voir, quoi. Et même au-delà d'avoir le ballon concrètement, tu parlais tout à l'heure des short rolls, ça non plus on l'a pas vu, quoi. Et donc il y a tout un pan de prise de décision qu'on n'a pas vu. Mais est-ce que ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on voyait positivement ou négativement avant la NCAA? On pouvait, ouais, avec Team USA, franchement, je l'ai trouvé à la passe assez intéressant sur le petit sample up de tournoi. Même cette année, bon, il fait quoi? Il fait 11,4 d'assists en termes de pourcentage. C'est pas atroce en réalité pour un joueur de sa taille. C'est vrai, c'est pas atroce. Après, c'est vrai que pour être honnête, j'ai pas trop de souvenirs des matchs de lycée avec Chet à la passe. Très honnêtement, c'était déjà plus un finisseur. Ouais. En tout cas, ça t'a pas marqué que il handicapait l'équipe. Non, ça c'était pas le cas. Ça m'a pas marqué du côté négatif, en mode trou noir ou handicap. Ça m'a pas non plus marqué du côté positif, en mode, c'est vraiment des passes extrêmement intuitives. Il arrive à créer un décalage, à rendre un partenaire démarqué. Ça va pas trop marquer dans ce sens-là non plus. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup je trouve que son passing était très altruiste et très dans le flow du jeu. Bon, à part les pull-up à 3 points occasionnels pour épater les scouts dans la salle. Mais non, à part ça, c'est quelqu'un qui faisait tourner la balle, etc. Rien à redire là-dessus. Du coup, en fait, voilà. Pas de création offensive sur sa passe, mais pas de handicap non plus. Il handicapait pas l'équipe, de par le fait de stopper la balle ou quoi que ce soit. Et au niveau de ses assists, bon, il n'y en a pas beaucoup. J'ai retenu quand même qu'une majorité, c'était des high-low. Justement pour Drew Timme. Ouais. C'est ça, ouais. Bon, c'est bien, mais c'est pas non plus un exploit. En soi, c'est quand même des passes assez simples. En tout cas, ça aurait été plus problématique s'il était pas capable de faire ses passes. En l'occurrence, il est capable. Et c'est vrai qu'il y a quand même quelques flashs parfois de temps en temps, notamment sur sa taille, qui lui donne d'abord une vision, mais en plus une capacité de passer par-dessus. Ça peut être intéressant. 2 ou 3 fois, il y a eu des passes à terre assez intéressantes. D'ailleurs, donc là, je me demande à quel point avec plus de responsabilité, ça peut pas faire un truc assez sympathique. Mais bon, voilà. Pas grand chose à dire de plus sur le côté assist ou passing, si ce n'est que, moi, j'avoue donc, et c'est là où on arrive au point que j'ai évoqué tout à l'heure, je suis pas encore complètement vendu sur son côté cérébral et surtout sur son côté, sur sa vitesse de traiter l'information. Ouais, son côté un peu processeur du cerveau. Notamment, enfin, il y a pas eu de lecture très avancée. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'était quelqu'un de sobre de par son rôle dans l'équipe, mais aussi quelqu'un de sobre dans ses lectures, quoi. Complètement. On n'a pas vu
la répétition d'excellents processus et où il a ingéré de l'information. Ouais. Je suis d'accord avec toi là-dessus. On a plus vu un très bon exécutant du système. C'est ça, ouais. Voilà. Et tu vois, sur les rares fois où il essaye un peu de prendre des responsabilités, c'est le genre de passeur, il y a aucune lecture avancée, et c'est le genre de passeur qui d'abord il fait son truc, ça échoue, ensuite il voit le joueur ouvert et ensuite il passe. Oui. Mais on n'est pas du tout sur un joueur intelligent de top niveau qui est capable de ces fameuses lectures avancées. Qu'est-ce que c'est? C'est anticiper que quand je fais ce move, il y a ce truc qui va se passer, donc il y a ce truc qui va se dégager. Et donc au niveau timing, tu gagnes des précieuses secondes. Theresa Liberton ou la Melo Ball. Oui, voilà. Alors si on cite les génies carrément. Oui, non, mais c'est exactement ça. Mais même, je trouve que voilà, la vitesse de son processeur interne était pas hyper, m'a pas épaté. Bon, il y a eu pas mal aussi de passes un peu nonchalantes sur des remises en jeu ou après des rebonds. c'est un peu dommage, même si une fois sur deux derrière, il faisait le contre pour se rattraper. Mais bon, voilà, je trouve que comment dire, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. T'es assez dithyrambique sur sa défense sans ballon. Je me demande à quel point c'est pas principalement des attributs physiques et son playmaking en lui-même. Et en tout cas, j'ai un peu de réserve moi sur le côté intelligence de jeu et aspect cérébral. Je peux clairement l'entendre. Je peux clairement l'entendre. Donc, je pense qu'on verra assez. On verra vite. Ouais. Pas rapidement. Ouais, on va voir vite, je pense, en NBA, rien que sur la vitesse de jeu, l'accélération du jeu, tout va aller plus vite, tout va être beaucoup plus rapide dans la prise d'information qu'il va devoir ingérer. Je pense qu'on va assez voir rapidement si il a toujours cet avantage-là ou si en fait, comme tu penses le dire, et je pense que c'est possible, il profitait simplement d'un niveau où il est surdominé par son fils. Après, c'est vrai que c'est comme tu dis, c'est la NBA, ça va servir de révélateur quoi, finalement, parce que tout va tellement vite que tu passes un peu à l'épreuve du feu. J'y pense pas non plus qu'il soit pas intelligent ou qu'il soit incapable de réfléchir mais je pense pas qu'il soit à ce point au-dessus de la moyenne. Voilà. Pour le formuler, je pense que je préfère le formuler comme ça. Mais est-ce qu'il est au-dessus de la moyenne d'un joueur de 2m15? C'est ça, là. Alors ça, c'est vrai que ça peut être la vraie question. Ouais. Effectivement, ça peut être la vraie question. D'un protecteur de cercle. Un peu comme avec le shoot, hein, finalement. C'est pas les mêmes standards, ce que tu es capable de faire en tant que pivot ou en tant que meneur. Effectivement, il n'y a pas les mêmes repères. Il n'y a pas la même valeur structurelle. Tu as peut-être raison, effectivement. Mais voilà. Donc voilà un peu pour le profil offensif. Est-ce qu'on a oublié des trucs un peu sur le profil offensif, Alan? Je pense que non. Okay. Ça c'est complet. Alors peut-être pour finir, c'est très très rapidement. Tu sais le même exercice que je t'avais fait la dernière fois qu'on avait parlé de Tyrese Maxey. Le petit jeu, c'est quel est le scénario optimiste de sa carrière et de son développement? Quel est le scénario un peu médian, donc c'est-à-dire optimiste, enfin en tout cas réaliste de sa carrière? Qu'est-ce qu'on peut attendre de manière réaliste, de manière probable? Et quel est peut-être le scénario le plus pessimiste de sa carrière, peut-être avec lequel tu veux un peu commencer? Le meilleur scénario, c'est d'être positif, d'y croire. Moi, c'est vrai que comme tu l'avais dit, il y a beaucoup de comparaisons qui fuitent. Moi, j'avais noté à un moment dans le début d'année, s'il pouvait devenir Jaren Jackson, je pense que ça serait très bien. Mais parce qu'en fait, Jaren Jackson a été un peu mal interprété. Il était dans une draft où il y avait deux génies à côté, mais il serait parti très haut, ou il est parti haut, mais il aurait été vu meilleur que tous les autres intérieurs de cette draft-là si on savait ce qu'il allait être, en fait. À Michigan State, on n'avait pas été un peu caché par son profil. Donc, si on a un protecteur de cercle qui peut jouer du drop, qui peut influer sur du second rideau et qui peut prendre 5 tirs à 3 points par match avec une réussite aux alentours des 35%, je pense que c'est le meilleur scénario et c'est un joueur qui peut être dans un des défenseurs les plus influents de NBA et un intérieur avec un jeu qui ne heurte pas ton spacing, ce qui est clé aujourd'hui. Donc dans ton scénario optimiste, on est sur clairement un joueur multiple All-NBA, All-Defense, pardon. Ouais, je pense, ouais. Dans le meilleur scénario, c'est un joueur qui est plusieurs fois All-NBA au poste All-NBA Defensive Team. Ok, All-Defense. Et du coup, dans ton scénario optimiste, tu n'imagines pas alors à moins qu'il y ait des progrès qui sortent de nulle part, hein, tu n'imagines pas forcément de la création offensive en quantité et en qualité supérieure en NBA. Moins qu'avant, on va dire. Il y a un an, je t'aurais répondu oui, parce que j'avais vu que deux contextes.
Là, j'en ai vu un troisième, tout à saison de NCAA, qui ne me permet pas aujourd'hui de voir en lui un joueur qui, je pense, il peut, bien sûr, il y a toujours un pourcentage de chances que ça se passe pour tous les prospects. Mais je parierais pas dessus pour l'instant, en tout cas. Ok. Le scénario médian, du coup, on est quoi sur une carrière All-Star, défenseur de top niveau, mais pas élite, c'est ça? Voilà, je pense, c'est ça. Je pense qu'on est sur, tout à l'heure, tu parlais de Jarrett Allen. Ouais. Jarrett Allen est un excellent défenseur, un excellent protecteur de cercle qui sera le niveau médian d'un Jarrett Allen. Ça veut dire que tu seras un peu moins bon parce que Jarrett Allen est élite, mais tu pourras apporter à ça, par contre, une palette offensive un peu plus diversifiée, je pense. Ok. Ouais, je vois tout à fait. Et le scénario peut-être pessimiste, en dehors du fait que il se plante, il se blesse ou il tient pas une NBA, on a quand même, mine de rien, ne serait-ce qu'un joueur de rotation intérieure qui serait quand même très intéressant, même si imaginons que le shoot ne vient jamais, quoi. Oui, je pense. En fait, ça serait, je pense, une combinaison du fait que le shoot ne vient jamais et qu'il continue à prendre beaucoup de fautes. Et donc, là, t'aurais, je pense, raison sur le caractère du QI, de son appréhension défensive. Mais je pense que même avec si ces deux choses-là ne fonctionnent pas, on a, je pense, au moins un starter, quoi. Un starter intérieur, je pense. Ouais. Tu l'imagines pas plonger plus que ça, en dehors de, effectivement, blessures et tout ce genre de trucs, quoi. Il est à ce point intéressant en défense. Je pense. Ouais. Je pense qu'il est à ce point intéressant pour qu'il soit un titulaire NBA. Ou alors un excellent backup. Mais ça serait. C'est un crève-cœur, quoi. Bah oui, ça serait, comme tu as dit, c'est le pire scénario. Ça serait le pire scénario parce que on drafte pas un joueur dans le top 3 pour qu'il soit un excellent backup. Ouais, effectivement. Alors, juste pour finir peut-être le petit jeu des comparaisons, même si c'est un peu plus compliqué puisque on essaie de comparer des prospects entre eux. Rapidement, contre Evan Mobley, on a bien compris que toi tu le mettais au-dessus. Tu mettais Evan Mobley au-dessus de Chet Holmgren. Oui, c'est le meilleur intérieur que j'ai évalué depuis que je m'y mets vraiment Evan Mobley. Donc ouais. Tu n'as pas connu Anthony Davis alors? Non, j'ai pas connu Anthony Davis malheureusement. Moi non plus. Moi j'étais pas draft à l'époque. J'étais juste après moi, l'année d'après. Mais je pense qu'il faut aller revoir ces matchs parce que ça doit être extrêmement intéressant. Ouais, surtout que ça te permettrait de revoir Michael Gilchrist. Exactement. Toujours un plaisir. Même si je te dis par exemple par rapport à des profils comme Scottie Barnes ou Jonathan Kuminga, est-ce que tu le préfères? Je le préfère à Kuminga tous les jours parce que c'est intéressant parce que Kuminga devait être dans cette classe de draft à la base avant de se reclasser dans celle de l'année dernière. Ouais. Il était la tête de gondole de cette classe avec Banchero et Chet pendant vraiment pas mal d'années high school. Mais je préfère Chet. C'est vrai que j'adore Scottie Barnes. Je l'avais 4e de mon board l'an dernier, mais si je suis honnête, au moment de la draft, je drafterais quand même Chet devant. Ok. On parle pas de Scottie Barnes 2022, on parle du prospect, à l'époque. Du prospect. En termes de prospect, Chet. Alors, je connais la réponse, mais Chet Holmgren ou James Wiseman? Chet Holmgren. sans hésiter. Je ne te ferai pas l'affront pour remonter un peu dans les drafts. Chet Holmgren ou Rui Hachimura. Ouais, évidemment. Draft 2019, plus pauvre en top prospect intérieur. Ouais. Mais par contre, je vais quand même finir par ceux de la 2018. Tu scoutais déjà à l'époque, 2018. Ouais, c'est ma première, ouais. Ouais, donc tu t'es quand même un peu calé. DeAndre Ayton ou Chet Holmgren en tant que prospect? Je préfère Chet Holmgren. Ok. Je préfère Chet Holmgren, ouais. Ok. En tant que prospect. J'avoue que je sais pas, moi. Je sais pas. Quoique, c'est vrai que j'étais assez bas sur DeAndre Ayton sur la production offensive. Peut-être que je suis influencé par son développement défensif qui est un peu sorti de nulle part. Totalement. Ouais. C'est vrai que quand on le voit comme ça, t'as raison. Bon, Marvin Bagley. J'aimais pas du tout Marvin Bagley. Je préfère Chet Holmgren, ok. Ouais. Et Mo Bamba, du coup. Mo Bamba ou Chet Holmgren? Moi, j'adorais Mo Bamba, en fait. Ouais. J'étais vraiment très très chaud sur Mo Bamba, mais je préfère Chet Holmgren. Parce que tu vois, on a raconté plein de choses là, mais sur Chet Holmgren, Mo Bamba, c'est pas pareil exactement, mais c'est quand même une saison universitaire très prometteuse sur la protection de panier, un peu de mobilité, et on disait en attaque, il y a pas grand chose, mais s'il y a un shoot, c'est déjà ça, quoi. Et finalement, on a un joueur ça tarde un peu à éclore, on va dire. Qui est négatif. Bon, il y a le contexte Orlando, mais qui est quand même négatif sur ses premières années NBA, quoi. Ouais. Donc, on va pas souhaiter de malheur, mais ça peut aussi mal tourner quand ça s'enchaîne. Surtout à Orlando. Ouais, je rigole. Mais on va y arriver, du coup, Orlando, justement. On y arrive.
Non, et alors les vrais que je voulais te demander, c'est Jaren Jackson ou Chet Holmgren? En fait, je pense que j'ai aussi mûri, et c'est normal quand on Ouais. scout sur, c'est vrai que Jaren Jackson, j'avais beaucoup de mal parce que à l'époque, je disais, voilà, il arrive pas à rester sur le terrain, la mécanique, je la trouve pas jolie, il peut prendre que des tirs à 3 points dans le corner, donc, c'est un de mes plus gros ratés, Jaren Jackson. Mais, donc au moment de la draft, je dirais Chet Holmgren, mais je pense par contre que Chet Holmgren ne deviendra pas le shooter qui est devenu Jaren Jackson. Ouais. Parce que, Alors moi, pour le coup, c'était sur un podcast d'envergure en plus. J'avais mis Jaren Jackson chapeau 1, ouais, chapeau juste après Luka Doncic. Donc ouais. je pense quand même que je préfère Jaren Jackson par rapport à Chet Holmgren, en termes de prospect évidemment. Et Wendell Carter d'ailleurs. Wendell Carter, je le voyais comme l'exécutant parfait du système, vraiment le bon élève, mais sans avoir un aspect du jeu élite. Et en fait, c'est ça, c'est pour ça que j'ai Chet Holmgren et que j'aurais Chet Holmgren devant Wendell Carter, c'est parce que Chet Holmgren, pour moi, dans la draft 2022, c'est le seul joueur, l'un des seuls joueurs qui a potentiellement un attribut élite avec cette défense. Donc, je préférerais Chet, je pense. Je crois que si on inclut l'attaque, je pense que j'aurais préféré Wendell Carter. Ouais. Qui savait faire plus de choses. En plus, sur pick and roll, qui était moins bon en protection du panier, mais quand même très très fort et plus polyvalent en termes de pick and roll, même si on a dit pas mal de choses très intéressantes. Il défendait à côté de Bagley, donc il pouvait vraiment pas montrer grand chose, en fait. C'est vrai. Non, mais c'était un peu le Al Horford 2.0, quoi. On disait ça. D'ailleurs, c'est un peu en train de se réaliser actuellement. Ouais. En NBA, ça met du temps, mais ça arrive. Et c'est vrai que quand on rajoute l'attaque avec lui, il y avait vraiment un côté intellect et cérébral qui me plaisait, le jump shot aussi, plus de jeu au poste bas, de création. Je pense que j'aurais préféré Wendell Carter, mais je suis pas sûr. Mais bref, voilà un peu pour le jeu des comparaisons. Je t'épargne un Dragan Bender, sauf si t'étais fan de lui. Non, mais j'ai pas regardé. Donc voilà un peu pour les jeux des comparaisons. Donc quand même, mine de rien, par rapport à tous les anciens intérieurs des drafts récentes, tu le mets quand même très très haut, quoi. Juste derrière Evan Mobley, quoi, finalement. Ouais. Le seul que t'as pas cité, c'est Onyeka Okongwu. C'est vrai. Et j'adore Onyeka Okongwu. Ouais. Je l'avais devant James Wiseman d'ailleurs. Mais je pense que je prendrais, et je pense qu'il a un vrai bon futur de pivot titulaire en NBA d'ailleurs, Onyeka Okongwu. Mais je pense que je prendrais Chet quand même. Mais oui, en fait, on n'a pas eu des intérieurs incroyables non plus sur les dernières QV. Mais ouais, je pense que Chet serait dans la moyenne haute. Donc, grosso modo, deuxième meilleur intérieur prospect pour toi de ces 5-6 dernières années, quoi. Ouais, avec Evan Mobley qui est un extraterrestre. Qui est premier sur sa planète, quoi. C'est ça. Ok. Oui, alors, du coup, pour la draft, hein, pour finir, pour boucler la boucle, on parlait tout à l'heure en tout début, je disais que médiatiquement, les trois étaient un peu sur le même plan. En tout cas, selon les mocks, ça se mélangeait. Toi, clairement, tu préfères Chet Holmgren par rapport à Paolo Banchero et Jabari Smith, du coup, d'après ce que j'ai compris. Et du coup, si t'es Orlando, qu'est-ce que tu fais si t'es Orlando? Est-ce que tu te dis, on reste sur cette raquette qui s'améliore? Ou est-ce que non, c'est un prospect tellement générationnel qu'il faut y aller, quoi? Je pense que je prends Chet parce que je prends le meilleur joueur disponible. Ouais. Ce que je pense être le meilleur joueur disponible. Je n'irai jamais contre une équipe qui a une évaluation différente de la mienne, mais qui suit la logique pour nous, c'est celui qui a le plus de potentiel et c'est le meilleur joueur disponible. Je pense que c'est une draft qui a pas de prospect générationnel, on va dire, des deux côtés du terrain, et souvent c'est plus simple et c'est plus fort d'être générationnel offensivement que défensivement. Cade, même si un peu moins, plutôt Zion, Luka Doncic, ces joueurs-là on n'a pas ce tête de gondole là dans la draft 2022. Donc en fait, ce que je me dis, c'est je vais prendre celui qui pour moi a une qualité qui peut devenir vraiment élite en NBA est rare. Et pour moi, c'est la défense de l'anneau de Chet Holmgren. C'est vrai que Paolo Banchero, c'est un joueur que j'apprécie vraiment aussi pour la qualité, la puissance et l'explosivité vers le cercle. Jabari Smith, je suis plus bas, je pense un de ceux qui est plus bas dessus, mais même si j'apprécie beaucoup le joueur, hein. Mais ouais, je pense que je prendrais Chet, et les associés de Chet et Wendell Carter répondraient à pas mal de choses que dans l'interrogation que j'ai pour le complément à Chet, et je pense que ce serait très intéressant de les voir tous les deux. Pour toi, malgré le développement de Mo Bamba et Wendell Carter, Chet, ça vaut le coup. Il est à ce point fort pour que, en fait,
tu le prends, quoi. Tu t'en fiches d'avoir déjà 2 jeunes sur ce poste-là, grosso modo, quoi. Ouais, je pense. J'ai toujours drafté au potentiel plutôt qu'au fit. Ouais, les fameuses philosophies, est-ce qu'on prend le joueur dont on a besoin ou est-ce qu'on prend le meilleur possible, quoi. C'est ça. J'étais très content quand Cleveland avait pris Garland alors qu'ils avaient Sexton. Et d'ailleurs, des fois, t'étais content parce que t'avais scouté Sexton aussi, peut-être. Oui, voilà, exactement. Et j'avais scouté Garland, mais et en fait et d'ailleurs souvent ça peut se révéler être pas le bon choix. Hein. Jahlil Okafor avait été pris un an après Joel Embiid, mais c'est juste qu'en fait, je pense que peut-être que après on sait qu'il y avait peut-être des pressions de ce qui est sorti, peut-être qu'ils auraient voulu prendre un autre joueur avec des pressions, mais oui. Voilà, Tatum a été pris un an après Brown et alors qu'il y avait Crowder dans l'effectif, oui, et puis les Celtics allaient signer Hayward aussi. Embiid a été pris un an après Nerlens Noel, donc il y a des exemples quand même où c'est pas de l'empilage en fait. Au bout d'un moment, quand t'es si bas dans la draft, ou même Boston qui était bas malgré une bonne équipe, il faut quand même pour moi, essayer d'aller prendre ce risque, d'aller chercher ce talent manquant et ce talent rare. Donc c'est ce que je ferais moi. Je te rejoins totalement. Surtout qu'il y a toujours moyen de. Ça peut devenir un problème si les 3 sont très forts, mais du coup c'est un bon problème à avoir, quoi. Voilà, c'est ça. Faut garder en tête que tes prospects, même les meilleurs, n'ont qu'un pourcentage de probabilité de devenir des bons joueurs NBA qui est finalement assez faible. Donc voilà. Si un jour t'as le problème de j'ai trop de bons joueurs sur les bras et je peux pas les faire jouer ensemble, c'est un bon problème à avoir. Et c'est que t'auras réussi ta manœuvre en fait. Donc voilà. Tout le monde veut drafter des All-Stars dans le top 10. Quand on voit historiquement, si on draft déjà des solides titulaires NBA qui influent. Oui. Voilà. C'est déjà une réussite, quoi, finalement. C'est ça. Effectivement. Est-ce qu'on a oublié quelque chose de manière générale sur Chet Holmgren, Alan? Je pense qu'on a fait le tour, je pense. On a fait le tour. Je pense qu'on a tout dit. On vous renvoie vers les différents podcasts, de toute façon, de Envergure, hein, qui a pas mal parlé de lui. La vidéo aussi de toi et Hugues sur le compte YouTube, hein, de Envergure. Et plein d'autres contenus, évidemment, de Envergure sur Chet Holmgren, si vous en voulez plus. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup, hein, Alan, d'être venu avec moi pour parler de Chet Holmgren. Merci à toi. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà, pour Chet Holmgren, peut-être que vous comprenez maintenant à quel point le prospect est à la fois fascinant, mais aussi très polarisant, selon comment est-ce qu'on pondère certaines qualités ou certains défauts, évidemment. Comme j'ai dit aussi en introduction, n'hésitez pas à aller checker tout ce que fait Envergure, que ce soit sur Chet Holmgren, mais aussi, évidemment, sur tous les autres prospects dont nous, ici sur le Basket Lab, on n'aura pas le temps de parler. Et justement, la prochaine fois, on devrait quand même se retrouver pour parler de draft avec un autre invité qui viendra un peu nous distiller ses expertises sur les autres joueurs de cette draft, hormis donc Chet Holmgren. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Alan, évidemment. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.